Bien, ben bonsoir, merci d'être venu, merci pour cette invitation. Je vais commencer effectivement par me présenter. Alors, c'est pas pour le plaisir de raconter ma vie, c'est pas trop le genre de la maison, mais c'est plutôt parce qu'on vit une époque assez étrange, qui ressemble en réalité, enfin c'est comme ça que moi je l'analyse, qui ressemble en réalité à ce qu'on vit pendant les périodes de guerre, pour le coup, et il paraît que nous y étions en guerre. Et une des caractéristiques des périodes de guerre, eh bien, c'est que le monde et la façon de le penser est soudain réduit, finalement, en fait, entre deux camps. Hein. Il y a les amis et les ennemis, voilà. Il y a les gentils et les méchants. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Tu es pour le gentil gouvernement ou tu es un méchant d'extrême droite, etc. Voilà, tout est présenté de cette manière binaire, manichéenne. Et toutes les personnes qui osent dire bah, « je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites » sont immédiatement diabolisées sans aucune forme de discussion possible. Alors ça conduit à ces choses tout à fait étranges que si certains ou certaines d'entre vous qui ne me connaissaient pas du tout ont par exemple voulu se renseigner avant de venir, eh ben, ils ont dû avoir ce qui est devenu malheureusement un réflexe pour tout le monde, c'est-à-dire que plutôt que de se rendre dans une bibliothèque pour regarder par exemple la vingtaine de livres que j'ai pu écrire ou coécrire, eh bien elles ont demandé à Monsieur Google de se renseigner, et puis Monsieur Google leur a proposé tout de suite, au début, hein, première page, tout en haut, leur a proposé tout de suite une ou deux références, probablement que dans le premier ou deuxième ou troisième va sortir par exemple Madame Wikipédia, et alors vous allez lire ça et constater avec effarement que donc je suis quelqu'un qui a sans doute vrillé à un moment donné de sa vie, hein, comme dans le sketch du comique, vous savez, Haroun, hein, où tout d'un coup, frappé par on ne sait quel événement météorologique, climatique, astrologique, tout d'un coup, pouf, une nouvelle personne est sortie, en fait, hein, qui était cachée dessous. Bon. Ce qui est une plaisanterie, hein, absolument rien n'a changé dans ma vie, ma façon de penser, ma façon de comprendre, ma façon de travailler, avant ou après février 2020. Voilà. Donc vous lirez avec effarement qu'en réalité je suis quelqu'un qui est antisémite, d'extrême droite, climato-sceptique, on ne m'a pas encore sorti homophobe ou antiféministe, mais ça ne saurait tarder, enfin toutes les étiquettes infamantes du moment. Il faut que je parle un peu plus fort, c'est ça ? Ok. Voilà, toutes les étiquettes infamantes du moment. Alors si c'était une légère déformation de la réalité, ce serait presque de bonne guerre pour continuer à filer ces métaphores. Le problème, c'est que ce n'est pas une légère déformation de la réalité, c'est le contraire exact de ce que je suis, ce que je pense et ce que j'écris depuis des années. Voilà. Ma vérification immédiate, très simple de tout cela, le dernier livre que j'avais écrit avant ce sur le Covid, sorti vraiment juste avant, puisque mon précédent livre était sorti le 8 mars 2020, donc une semaine avant le premier confinement en France, et c'est un livre qui s'intitule « La France telle qu'elle est, pour en finir avec la complainte nationaliste ». S'il fallait le résumer en une phrase à la mode, en format Twitter, n'est-ce pas, c'est comme ça qu'on pense aujourd'hui, je dirais c'est un petit manuel de pensée anti-Zemmour. Vous voyez, voilà. Donc venir me raconter ça, moi, et puis j'ai écrit ça tout au long de ma vie, dans des dizaines et des dizaines d'articles, de livres, etc. Donc venir me dire ça à moi, c'est une grosse plaisanterie, quoi. Voilà. C'est une escroquerie intellectuelle. Donc ça veut dire que l'outil majeur d'information, je répète, parce que chacun va faire, tapoter Google, va vous dire il faut lire ça en premier. Et en fait, c'est un système de désinformation massive, puisqu'on fait dire aux gens le contraire de ce qu'ils pensent. C'est en réalité gravissime, et tout le monde fait semblant de penser que ça... Et s'engouffre là-dedans, évidemment, tous les pitres faiseurs, usurpateurs qu'on rencontre partout sur Internet, et qui profitent des crises pour essayer de se donner une importance qu'ils n'ont jamais eue, qui crée un site Internet, qui fait une chaîne YouTube, qui fait des comptes Twitter, qui machin. Tout ce réseau d'influenceurs, hein, on va les appeler comme ça, qui ne sont personne, qui n'ont jamais rien fait, et qui prolifèrent hein, en répétant les uns les autres, etc., et en jouant là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça que je vais être obligé de me présenter un petit peu. Je répète, c'est pas pour le plaisir de raconter ma vie, mais c'est parce qu'on est dans un tel système de propagande de guerre, donc, qui déforme absolument tout, caricature absolument tout, diabolise les gens, etc., et finit par leur faire dire le contraire de ce qu'ils pensent, ce qui est tout de même un petit peu étonnant. Alors, pour comprendre la démarche qui a guidé mon travail, je suis chercheur au CNRS, donc fonctionnaire d'État en France.
Mon titre directeur de recherche, c'est l'équivalent de professeur d'université. Hein, c'est exactement les mêmes grilles, les mêmes... Ce sont deux fonctions publiques tout à fait parallèles, les mêmes diplômes, mais bon, en fonction du hasard des concours, les uns sont passés à l'université, les autres au CNRS. Ça tient largement au hasard en réalité. Mais pour moi, faire ce métier, ce que je fais depuis 25 ans, puisque je suis rentré en 97, non, 97, au CNRS, donc ça fait 25 ans que je fais ce métier, et toujours de la même manière, et je le fais évidemment, j'ai choisi ce métier par passion. J'aurais pu faire autre chose dans ma vie, j'avais d'autres idées, et je l'ai fait parce que ça correspond à quelque chose qui me passionne et que j'adhère à ce que je conçois être l'éthique de la recherche publique. Alors, je vais développer ça en quelques mots. Le premier, pour moi, principe fondamental de l'éthique scientifique, c'est le désintéressement. Hein. C'est-à-dire, concrètement, c'est le fait de, pour le dire simplement, chercher la vérité pour la vérité, sans aucune autre forme de considération. Alors, traduction immédiate concrète, je n'ai évidemment aucun conflit d'intérêt au sens où on le dit aujourd'hui, c'est aucun enjeu financier. Je ne gagne pas plus ou pas moins d'argent à dire ce que je dis, absolument pas, ça change strictement rien. Je n'ai pas non plus de conflit d'intérêt de type d'arrière-pensée, de type politique. Bon, je n'appartiens à aucune organisation politique, je ne représente personne, etc. Enfin, il n'y a pas non plus aucun enjeu de ce type-là. Il n'y a pas non plus d'enjeu de carrière. Je ne cherche pas à progresser dans une carrière, à me faire bien voir ou ceci. Si d'ailleurs j'avais pensé progresser ou me faire mieux au lieu de carriériste en prenant les positions que j'ai prises, c'était quand même pas très malin de ma part. Hein. plutôt le contraire qui se passe. Voilà. Donc pour le dire en une phrase de manière simple, je n'ai rien à gagner. Voilà. J'ai même plutôt à perdre, et d'ailleurs je perds déjà. Voilà. Bon. Ça c'est fondamental, le désintéressement, c'est tout à fait fondamental. On reviendra sans doute sur la question des liens et conflits d'intérêts, en particulier dans l'univers des sciences médicales. C'est une question absolument majeure, qui traverse absolument voilà, ces vices des phénomènes de corruption systémique, comme a pu vous le raconter, j'imagine aussi Jean-Dominique Michel, et c'est une réalité. Voilà, je le sais maintenant de l'intérieur. Voilà. Pour l'avoir expérimenté, y compris dans les processus de publication, dans les revues, je pourrais en témoigner de manière très concrète. Donc ça, c'est le premier principe qui a toujours guidé et qui continue à guider mon travail. La deuxième chose, et ce qui m'a toujours passionné dans ce métier, c'est la possibilité d'y exercer pleinement et librement son esprit critique, de faire de l'enquête, de chercher à comprendre des choses, en partant de ce qui est pour moi la modestie indispensable, fondamentale du chercheur, qui doit commencer par dire « je ne sais pas, mais je vais travailler pour essayer de savoir ». Voilà. Je vais mettre entre parenthèses même ce que je crois savoir, parce que tout le monde a une idée sur tout, c'est normal, dans le monde des humains, nous avons tous des représentations et des idées des choses, on a un avis du coup sur tout aussi, bon, voilà, puisque ça nous concerne nous. Bon. Mais dans la réalité, nous ne savons en réalité à peu près rien, mais par contre on peut travailler, mettre en œuvre des enquêtes pour essayer de savoir. Voilà. Et cet état d'esprit, cette posture, cette éthique m'a beaucoup plu, m'a toujours plu, et c'est pour ça que je fais fondamentalement ce métier. Ça correspond à une forme de liberté d'esprit qui est aussi quelque chose qui m'est très cher et que je continue à exercer exactement comme je l'ai toujours fait. J'aurai l'occasion d'y revenir sur mes précédents travaux sur les thèmes sécuritaires où déjà j'exerçais ceci, et ce qui m'amenait déjà à contredire nombre d'idées reçues dans le débat public. Troisième chose qui est tout aussi importante, je suis donc fonctionnaire d'État, ce qui veut dire que ce sont mes concitoyens qui me payent avec leurs impôts. Et je conçois, et je l'ai toujours dit, je disais avant dans mes conférences sur la sécurité, je conçois mon métier comme le service public de la recherche. Et c'est très important pour moi. Je regrette beaucoup que beaucoup de mes collègues ne comprennent pas ça, parce que la conséquence de cela, c'est que je suis donc au service de la population qui me paye pour ça. Et je ne suis pas au service du gouvernement, qui par ailleurs est provisoire. Il passera, il tournera, moi je resterai. Voilà, sur le service de la population, pas du gouvernement. Et donc je me contrefiche de savoir si ce que je raconte conforte ou contredit tel ou tel gouvernement du moment. Je m'en contrefiche, par principe. Quatrième élément, ce travail de recherche, cette démarche, hein, je ne sais rien mais je vais travailler pour savoir, c'est quelque chose, et c'est le propre de l'activité scientifique, contrairement par exemple à l'activité artistique. Hein, ce n'est pas un projet solitaire, je ne travaille pas tout seul dans ma grotte enfermé. C'est un travail qui est collectif et qui est régi par un certain nombre de règles collectives qui permettent précisément
eh bien, que l'individu ne déborde pas, ne s'enferme pas dans sa grotte, ne parte pas dans un petit délire personnel ou que sais-je. Il y a pour ça un certain nombre de procédures de contrôle qui rappellent en permanence à chacun, attention, si tu dis ça, tu dois pouvoir le démontrer, il y a des règles pour ça se passe comme ça. Donc nous avons des procédures collectives et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi. Et j'ai donc toujours dans ma vie cherché à faire des équipes, au fond. J'ai dirigé des équipes, des laboratoires, etc. Et toujours considéré que nous devions produire une intelligence collective, et que nous étions beaucoup plus intelligents à plusieurs que tout seul. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait évident depuis toujours. Donc, quand j'ai commencé cette enquête, j'ai de fait arrêté largement ce que je faisais, mais de toute façon d'ailleurs toute l'activité s'arrêtait, y compris l'université, tout le monde s'enfermait chez soi. Donc j'ai commencé par terminer quelques travaux en cours, etc. Et petit à petit, ce qui au début m'apparaissait comme ce qui me faisait tiquer, simplement au début, bizarre, étrange, pas normal, machin, certaines choses sur lesquelles je reviendrai sans doute m'ont paru finalement tellement en fait choquantes, intellectuellement et aussi d'un point de vue moral ou éthique, que j'ai décidé de arrêter largement ce que j'étais en train de faire ou terminer pour me consacrer principalement à cette enquête. Et cette enquête, je l'ai d'emblée voulu collective. Je n'ai jamais prétendu, donc ma discipline principale, j'ai une formation pluridisciplinaire et j'ai un esprit qui a du mal à s'enfermer dans des petites cases. Mais évidemment, mes compléments disciplinaires restent dans l'univers des sciences humaines et sociales. Je n'ai jamais prétendu être ni médecin, ni virologue, ni immunologiste, etc. Mais par contre, je suis allé chercher l'information, la compétence, en faisant ce qui est banal pour mon métier, c'est-à-dire en faisant des interviews. Je suis allé interviewer des médecins, quantité, une trentaine de généralistes, et puis une bonne vingtaine de spécialistes. Des virologues, des épidémiologistes, des immunologistes, etc. Voilà. La plus grande partie de ces entretiens ont nourri mon travail et sont restés anonymes. Pour les généralistes, c'est même essentiel, puisque dès qu'ils ont le malheur d'exprimer publiquement un désaccord, ils sont aujourd'hui sanctionnés, poursuivis par le Conseil de l'ordre des médecins, rappelés à l'ordre, que je préfère pour ma part appeler le Conseil des médecins aux ordres. Ça me paraît plus juste, en réalité. C'est pas de l'ironie, ça me paraît juste simplement avoir les mots justes pour décrire le comportement des gens. Donc c'est une enquête collective que j'ai publiée dès le début. Ma première publication, c'est de mémoire le 28, 9 ou 30 mars 2020, donc dès le début. Donc je ne suis pas non plus le type qui arrive à la fin, quand la guerre est finie, pour distribuer les bons et les mauvais points et refaire l'histoire. J'étais là au début, en assumant le fait d'écrire en situation d'urgence, donc en assumant aussi le fait qu'on peut faire des erreurs, etc. Mais en étant capable de les reconnaître puis de les corriger si ça arrive. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans l'enquête, une fois. J'ai publié, je dois être à 75 articles à peu près. Il y en a un dont j'ai rétracté, on dirait, dans le langage des publications scientifiques, rétracté une partie, puisqu'il est apparu quelques jours après la publication qu'une des sources statistiques utilisées était erronée ou était déjà obsolète, avait été corrigée depuis. J'ai fait un erratum, je me suis excusé auprès des lecteurs. Ce n'est pas moi qui avais écrit l'article, j'avais publié des collègues, mais peu importe, j'en étais le rédacteur, donc nous sommes excusés auprès des lecteurs pour l'erreur, en expliquant l'erreur qui avait été faite. Voilà. J'aimerais beaucoup que cette attitude soit générale. On s'apercevrait qu'il y aurait beaucoup de choses à rétracter en réalité. Bon, voilà. Donc c'est arrivé une fois, et ces 75 articles, dans cette série, j'ai donc publié directement ou interviewé, en réalité, plus d'une cinquantaine d'autres personnes qui, à deux exceptions près, sont tous des collègues universitaires et ou des médecins. Voilà. Et c'est une espèce d'équipe informelle, de réseau, de travail qui s'est constituée au fil du temps, de manière très empirique, à partir des gens qui m'écrivaient, qui mettaient des commentaires intelligents dans la masse des choses sans aucun intérêt qu'on trouve partout, les commentaires. La plupart des gens qui sont cachés derrière des pseudonymes et qui déversent leur bile, leurs émotions et autre chose sans intérêt. Puis au milieu de ça, il y a évidemment des choses beaucoup plus intéressantes, des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc je prenais contact. Quand je lisais, découvrais d'autres personnes qui m'intéressaient, je prenais contact avec eux. Et c'est comme ça que s'est constituée une sorte d'équipe informelle au fil du temps. Voilà. Donc c'est un travail collectif, c'est important, pluridisciplinaire, parce que l'objet l'est. La crise sanitaire, elle est pluridisciplinaire. Pour la comprendre, il faut aller chercher des outils dans toute une série de disciplines. Cinquième élément,
Contrairement à ce que me reprochent beaucoup de gens qui n'ont pas lu, bien sûr, hein, ça c'est le drame aussi de notre époque, hein, y compris dans mon milieu professionnel. C'est-à-dire que la plupart de mes collègues qui répandent des jugements négatifs me concernant n'ont pas ouvert mes livres. Hein, ils n'ont pas ouvert. Leur niveau de connaissance, c'est la presse. C'est la presse et les réseaux sociaux. C'est tout à fait dramatique. Hein. Il n'y a pas que les adolescents qui passent leur vie sur les réseaux sociaux. C'est malheureusement de plus en plus tout le monde en réalité. Hein. Voilà. Y compris donc les gens qui sont censés avoir un rapport à la chose intellectuelle ou écrite différent et qui en réalité se comportent massivement aussi de cette façon-là. C'est tout à fait dramatique. Nous vivons d'ailleurs, nous exemplifions à travers toute cette crise une crise intellectuelle aussi. Hein. Une crise intellectuelle très, très, très profonde. Une crise intellectuelle, une crise désintellectuelle. Voilà. Mais non, contrairement à ce qui m'est couramment reproché par les gens qui n'ont pas ouvert donc, mes livres, le truc le plus courant consiste à dire « Ah oui, mais ce type, il est sociologue, donc il s'intéressait aux histoires de criminalité, il n'est pas compétent pour parler de la santé, il est sorti de son domaine. » Voilà. C'est en particulier lorsque j'ai osé dire un mot sur les vaccins à partir de l'été 2021, c'est ce que a été demandé, je suppose, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui lui-même a contacté le directeur administratif de mon institution, le CNRS, qui au mois d'août, depuis une piscine ou une plage, je suppose, en congé, sort un communiqué, sans me nommer, mais en parlant, tout le monde a compris que c'était moi, en parlant d'un chercheur qui serait sorti de son domaine de compétences, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, voilà. Ben, moi, je pense le contraire, et j'essaye de le montrer quand on veut bien me lire, qu'au contraire, toute l'expérience professionnelle que j'avais accumulée depuis un quart de siècle m'a au contraire beaucoup préparé à comprendre des choses que manifestement d'autres de mes confrères n'ont pas comprises. J'étais tout à fait préparé à comprendre comment on fabrique des peurs collectives. La sécurité, la délinquance, la criminalité, il n'y a que ça. Et on passe son temps à lire partout, évidemment, surtout dans les moments où ça intéresse le politique, lorsqu'il prépare une loi par exemple, comme par hasard, dans les semaines qui précèdent, on voit nos écrans de télévision, radio, journaux envahis par des faits divers criminels, comme si tout d'un coup, alors qu'il y en a tout le temps, tous les jours, simplement il y a des moments où on en parle, puis d'autres où on n'en parle pas. On peut analyser pourquoi, je l'ai fait dans des travaux antérieurs. Donc comment est-ce qu'on fabrique des peurs générales sur lesquelles on vient déverser toute une série d'imaginaires et de représentations, C'est de pire en pire, la violence est partout, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de justice, blablabla, il n'y a plus de climat, machin, remets-moi un pastis, quoi. C'est le café du commerce, généralisé. Bon, voilà. Donc, comment on fabrique comme ça des peurs, des paniques dans la société? Je l'avais déjà analysé en long et en large, mais vraiment dans plusieurs livres, plusieurs dizaines d'articles. Comment également est-ce qu'on instrumentalise les chiffres, les statistiques? J'ai consacré là aussi des articles entiers. J'ai écrit avec une équipe de statisticiens un livre entier il y a une dizaine d'années. On avait pris un pseudonyme, Lorraine Data, pour analyser ça. Comment est-ce qu'on fait dire tout et n'importe quoi aux chiffres? Et moi je l'avais fait dans le domaine de la délinquance, puis un collègue l'avait fait sur les chiffres du chômage, un autre sur les chiffres de l'éducation, machin, etc. Ce sont des choses qui pour moi étaient d'une grande banalité. Donc lorsque j'entends l'inénarrable ancien ministre de la Santé chez nous, M. Véran, dire qu'on peut discuter de tout sauf des chiffres, je pouffe. Parce que c'est ce que je dis à mes étudiants. J'ai enseigné la méthodologie des sciences sociales pendant quelques années à l'université. C'est ce que je leur disais le premier coup, dans la partie les méthodes qualitatives, dans la partie quantitative. Je leur disais tout de suite, il y a 3 règles, ce que moi j'appelle 3 règles d'or. La première, c'est les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, c'est nous qui les faisons parler, et on peut leur faire dire des choses très différentes. La deuxième règle, pour vous dire les 3 comme ça, la deuxième règle, c'est qu'on ne peut rien dire d'un chiffre si on ne sait pas précisément comment il a été construit. Donc si on ne connaît pas la méthodologie de l'enquête dans tous ses détails, de l'unité de compte jusqu'à la méthode de traitement des données, on ne peut rien dire parce qu'on ne sait pas comment on l'a fabriqué. Les chiffres ne sont pas des choses qui tombent du ciel et qui tout d'un coup, pouf, révèlent comme ça, par un effet magique, une réalité qu'on chiffrerait 2 chiffres après la virgule. Enfin, c'est une blague. Voilà. Quand on sait de quoi, quand on connaît la chose, c'est une plaisanterie. Et puis la troisième règle qui en découle évidemment, c'est qu'un seul chiffre à lui seul ne peut jamais permettre de rendre compte d'une réalité humaine et sociale. Parce que toutes les enquêtes ont ce qu'elles mettent en lumière puisqu'elles laissent dans l'ombre. Et qu'il faut donc cumuler en fait les sources, les chiffres, etc. pour petit à petit approcher, cerner de mieux en mieux, approcher la réalité. Eh bien, voilà, c'est le b.a.-ba de l'épistémologie. C'est Gaston Bachelard a écrit ça il y a très très longtemps, cette démarche-là qui est encore une fois la modestie et l'opiniâtreté du travail de recherche, quelque part. Voilà. J'étais également tout à fait préparé, de par mon travail, à voir comment le politique, donc manipulant tout ça, peut par moment aller plus loin que l'instrumentalisation ordinaire, aller jusqu'à mettre
la société en état de panique et juridiquement en état d'urgence, hein, ce qui a été fait à plusieurs reprises en France depuis la guerre d'Algérie, pour des raisons sécuritaires, hein, que ce soit pour raison d'attentats, comme le dernier état d'urgence, ou même en novembre 2005 pour raison d'émeutes, vous en souvenez sans doute, la vague d'émeutes d'octobre-novembre 2005, avec cette différence évidemment que les états d'urgence précédents ciblaient des territoires précis, sous parfois même certaines heures, etc., certains types de déplacements ne concernaient pas la totalité de la population. Donc j'étais préparé à ça aussi, y compris à analyser, on y reviendra tout à l'heure, comment ces phénomènes d'état d'urgence sont des moments de suspension de la démocratie et que par conséquent ils sont très dangereux. Hein. Ils sont très dangereux car si on les fait perdurer, si par ailleurs, et c'est une tendance qu'avec beaucoup de collègues juristes nous dénonçons depuis des années, hein, si par ailleurs à la fin supposée de l'état d'urgence on s'aperçoit en réalité qu'une partie des contenus des normes prises en état d'urgence ont tendance à se banaliser et à s'intégrer dans le droit commun. Voilà, c'est ce que j'appelle pour ma part le talon d'Achille de la démocratie. Hein. C'est-à-dire que quand tout va bien, bon an mal an, nous respectons à peu près les principes, les procédures, etc., qui font la démocratie dans toute son imperfection, hein, la démocratie représentative. Et puis quand il y a une crise, tout le monde panique, on suspend tout ça. Bon. C'est le talon d'Achille, hein, au sens littéral, hein, de la mythologie, et si on y prend garde, si on se met à faire ce que nous venons de faire, hein, c'est-à-dire à généraliser l'état d'urgence, à suspendre les fonctionnements de la démocratie, la séparation des pouvoirs, le respect, l'intangibilité des droits humains, et bien petit à petit, cette blessure au talon risque de gangréner tout le corps. Hein, voilà. Et c'est cela que nous vivons un petit peu, je trouve. Et puis j'étais également, pour terminer, tout à fait préparé à comprendre les phénomènes de corruption, hein, qui gangrènent aujourd'hui non seulement évidemment l'univers privé, le monde capitaliste privé, mais qui gangrènent aujourd'hui de plus en plus le fonctionnement des institutions publiques. Et pour une raison majeure, qui est une des clés de tout ce qui nous arrive à mon sens, qui est précisément la disparition des frontières entre le public et le privé, hein, le brouillage, l'entrebellement, qui est volontaire et assumé, hein, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'État gendarme, hein, pour mettre des limites, des contrôles, etc. Il y a aujourd'hui un partenariat public-privé pour faire gagner la start-up France, hein, ou la start-up suisse. Bon. Ce qui est une conception tout à fait différente et ce qui aboutit, on va le voir, à l'effondrement d'un certain nombre de garde-fous, hein, qui précisément nous prémunissaient de phénomènes de corruption qui sont majeurs et massifs et qui sont considérablement sous-estimés jusque dans nos représentations les plus profondes, hein, traînent dans nos inconscients à tous, traîne encore cette idée, qui est un héritage, on pourrait dire, postcolonial en réalité, hein, traîne cette idée que finalement, oui, la corruption, c'est les pays pauvres, c'est les Africains, voilà. Nous sommes les vertueuses, démocratie, machin. Donc traîne ce vieux préjugé de la supériorité intellectuelle et morale, hein, de l'Occident, voilà, qui est une bêtise, hein, qui est un préjugé ethnocentré. Hein. La réalité, c'est qu'il y a des faits de corruption qui sont d'autant plus grands et importants que chez nous, il ne s'agit pas du petit douanier qui prend son petit billet dans le petit contrôle. Non, il s'agit de toute autre chose. J'étais préparé aussi à comprendre qu'il y a une grande différence entre les représentations, les imaginaires sociaux et la réalité. En matière de délinquance, l'imaginaire social, le délinquant, c'est forcément un jeune à la peau plus ou moins basanée, avec un survêtement, hein, un joint, qui brûle une voiture ou qui vend du cannabis. Voilà. Bon. La réalité, c'est que la délinquance n'a qu'une seule définition, hein, ce n'est pas une catégorie de la population, la délinquance, c'est le fait d'enfreindre la loi. Point. Il n'y a pas d'autre définition. Et donc on trouve des délinquants en fait dans absolument tous les milieux sociaux et tous les milieux professionnels, et ils peuvent se présenter sous l'apparence parfaite de l'homme ou de la femme, en costume, cravate, attaché caisse, parfaitement coupé, avec une montre Rolex, etc. Tout ce qu'on veut. Délinquant, pareil, tu enfreins la loi, tu es délinquant. Voilà. Donc tout ça, j'étais profondément préparé à le savoir, et puis peut-être aussi dans un monde où l'actualité ne dure plus que quelques heures, hein, désormais, tout ça passe très très vite, ça fabrique peut-être une espèce de, pardon pour la facilité de langage, une espèce d'Alzheimer collectif, au fond, hein, voilà. Et donc ça devient difficile, manifestement pour beaucoup de gens, d'avoir un peu de mémoire. Bon. Voilà. Moi, il se trouve que je suis extrêmement peu sensible à ça, je ne regarde pas la télévision, j'écoute très peu la radio, très peu les journaux, etc. Je préfère lire beaucoup, et donc j'ai une certaine mémoire. En particulier, je me souvenais bien de ce que nous avions vécu une dizaine d'années plus tôt, hein, la crise H1N1,
hein. J'avais lu en détail, de la première à la dernière ligne, le rapport que le Sénat français avait fait sur cette crise, et qui est éloquent, hein, dans lequel on retrouve comment l'OMS déforme la réalité pour fabriquer une peur panique, comment du coup surgissent des mesures dont jamais personne n'a prouvé qu'elles n'avaient un quelconque intérêt, type confinement ou autre, comment les industries pharmaceutiques s'empressent d'essayer de faire dans la panique acheter à tous les gouvernements le truc qu'ils essayent de fourguer depuis des années pour faire un maximum de profit immédiat, etc. Voilà. Alors, dernière chose que je veux dire, toujours pour expliquer la démarche, mais je crois que c'est très important. Le grand mot à la mode, quand on veut se débarrasser d'une personne ou d'une question que pose la personne, c'est de dire « Ah ben vous êtes complotiste ». Et puis point, puis terminé, passer à la question suivante. Voilà. Alors, disons quelques mots là-dessus, c'est pourquoi pas. Je vais commencer pour dire pourquoi je ne peux pas l'être. C'est juste pas possible, j'ai jamais été, je ne serai jamais. Bon, la première raison, c'est que là aussi, il y a quelques règles scientifiques de base. Hein, la première étant que on ne fait pas de procès d'intention. Voilà. Je ne fais pas de procès d'intention aux gens. Je ne suis pas dans la tête de M. Macron, dans la tête de M. Gates, etc. Par contre, j'écoute ce qu'ils disent, j'observe ce qu'ils font, et j'essaie d'analyser les conséquences de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de leur faire un procès d'intention. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a au tréfonds de leur psychologie? Ça n'a, à mes yeux, aucune forme d'intérêt. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à la place de ça, donc, quand on dit quelque chose, on doit pouvoir le démontrer, hein, dans le détail, et d'une façon qui puisse être vérifiée et contestée par d'autres. Bon, je dis des énormités, hein, ou des banalités scientifiques affligeantes, mais vu où nous en sommes aujourd'hui intellectuellement, il faut rappeler ces choses de base. Bon. Deuxième élément, à titre personnel, je n'ai jamais eu le moindre goût ni le moindre intérêt pour toutes les formes de pensée magique, comme on disait en anthropologie autrefois. C'est-à-dire que toutes les choses qui relèvent de dimensions cachées, du surnaturel, du magique, me laissent mais vraiment de glace. M'a jamais intéressé d'une façon ou d'une autre, ni stimulé intellectuellement d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne suis vraiment pas la bonne personne en plus pour venir dire ça. D'autres peut-être, mais j'en fais pas une gloriole, hein, je veux dire, chacun est libre de ça, mais moi je suis vraiment fait comme ça, que je suis même rétif à toutes ces formes de toute forme de ce que moi je considère comme de la pensée magique. Je n'ai pas non plus de goût, et c'est important, parce que je le constate en observant, hein, y compris en observant les discours complotistes, ça existe. Hein. Il n'y a pas que la façon de se débarrasser de la contradiction, ça on va y revenir, ça c'est sur les autres, comme ceux qui ont abdiqué toute réflexion critique. Mais par ailleurs, le conspirationnisme élaboré, etc., existe aussi par ailleurs. Ça concerne des groupuscules en réalité, hein, on en fait une montagne, toujours pareil, les propagandes de guerre, hein, il faut grossir l'ennemi, dire mon Dieu c'est horrible, c'est affreux, bon, en fait pas grand monde. Et parmi ces gens qui sont réellement influencés par les idées complotistes, je retrouve aussi parfois une caractéristique que moi je n'ai pas du tout, qui est au fond je ne sais pas comment le dire parce que je n'ai pas élaboré spécialement ça, mais une espèce de goût pour les histoires qui font peur, au fond, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Bon, ce qui, moi, pareil, me passe 3 km au-dessus ou en dessous, enfin, pas du tout mon truc. Ce qui fait que quand j'entends, je vais illustrer tout de suite ce propos, lorsque j'entends, mais je répète, c'est très très rare, hein, mais j'ai pu entendre évidemment ici ou là, dans une manifestation, etc., une personne, j'ai vu par exemple très clairement, dans une manifestation, un jour, c'est dire, hein, pas des hordes de gens, un jour dans une manifestation, une personne qui avait une pancarte, hein, sur laquelle il y avait marqué « Ils veulent tuer la moitié de l'humanité ». Et moi, quand je vois ça, mon premier réflexe, c'est de rigoler. Et puis mon deuxième, enfin, je me souviens donc de la situation, hein, c'était une manifestation à Nice en août 2021, pour très clair. Et j'ai d'abord souri, et puis tout de suite, je me suis dit, mais bon sang, j'ai déjà vu ça quelque part. Donc j'ai réfléchi 2 secondes, puis tout d'un coup, pif, c'est sorti. Le neurone a connecté. Je dis, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai eu, maintenant ils ont un peu grandi, mais j'ai eu 2 ados il n'y a pas longtemps. Et donc, je suis un gentil papa, je les ai emmenés au cinéma me taper tous les Marvel, les comics, etc., qui étaient les bandes dessinées que moi je lisais quand j'avais 15 ans, hein, par ailleurs. Donc je me suis tous tapé, là, les Avengers, les Spider-Man, les Superman, tous, pas de problème, je suis incollable et tout. Et donc dans un des derniers épisodes des Avengers, hein, eh bien, ils luttent contre un super méchant, hein, Thanatos, hein, et ce super méchant veut tuer la moitié de l'humanité pour son bien, pour la régénérer, voilà. Donc oui, ok, je vois, voilà. Donc je sais pertinemment faire la différence, hein, entre
de la science-fiction qui est plaisante à voir, hein, c'est sympa, ça divertit, hein, mais je sais très bien faire la différence entre le divertissement et puis mon travail intellectuel. Ça n'a rien à voir, hein, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Donc ces choses-là me sont vraiment totalement étrangères. Bon, quatrième chose, c'est qu'il est pour moi tout à fait clair et évident que cette étiquette infamante là, de complotiste, c'est en réalité le moyen rhétorique par lequel certains politiciens, la plupart des journalistes, et puis tous ces influenceurs hein, des réseaux sociaux dissimulent en réalité leur démission intellectuelle, hein, leur refus de penser, leur paresse, et au fond leur affligeant conformisme, hein, en réalité. Pour ma part, j'essaye en réalité de tenir, alors c'est pas facile, hein, ça demande un effort, qu'on se donne des petites règles, etc. Mais j'essaye au fond de marcher, pour prendre cette image, de marcher sur une ligne de crête, hein, au fond, en évitant de tomber dans deux précipices. D'un côté, il y a ces théories conspirationnistes, plus ou moins élaborées, etc. Voilà, donc la moitié d'humanité, bidule, au cœur des injections, il y a des petites machines composées de nanoparticules qui sont venues, ce qui me paraît personnellement totalement délirant. Donc j'essaie de ne pas tomber dans ces choses-là. Mais puis il y a l'autre pente, hein, qui est ce que j'appelle la propagande politico-industrielle, ce qui archi-domine le débat public, l'espace public, hein, mu donc par une bonne partie des politiciens, la quasi-totalité des journalistes et toute cette masse d'influenceurs plus ou moins planqués derrière des pseudonymes et se permettant de dire tout et n'importe quoi à longueur de journée. Voilà, c'est une ligne de crête, c'est pas facile tous les jours, mais moi c'est ma ligne intellectuelle et j'essaie de la tenir. Je termine cette introduction en faisant aussi l'autocritique de mon propre milieu professionnel. Hein. Il est évident à mes yeux que si nous avions été plus nombreux parmi les scientifiques, on va dire, pour aller vite, si nous avions été plus nombreux à avoir un petit peu plus de lucidité, d'intelligence et peut-être surtout plus de courage, eh bien nous aurions sans doute beaucoup plus vite arrêté ce grand délire collectif. Hein, ce grand délire collectif. Voilà. Voilà pour l'introduction. Pardon, je suis un peu long et pardon pour le je, mais bon, je veux bien que je présente ma démarche et que j'explique du coup comment et pourquoi je me permets de dire ce que je me permets de dire et ce que je vais me permettre de vous dire. Voilà. Alors, j'en viens à l'explication de mon travail. Je vais commencer par le titre, hein, la doxa du Covid. J'emploie donc le mot doxa, qui est un mot peu visité dans le langage quotidien. C'est pas pour faire le malin à bac+10 que j'emploie des mots sophistiqués, c'est parce que c'est un concept analytique qui permet donc de comprendre le réel. C'est un vieux concept philosophique qui a été importé dans ma discipline par un sociologue français qui s'appelait Pierre Bourdieu, qui fut un de mes maîtres intellectuels, quasiment pas connu personnellement, mais pas le seul. Et c'est un concept qui est très intéressant. Pourquoi ? À un premier niveau, le plus superficiel, on va dire la doxa, c'est le discours dominant à un moment donné, dans une société donnée, sur un sujet donné. Okay. Deuxième niveau d'analyse, si ce discours est dominant, c'est parce que c'est le discours des dominants, des élites qui dominent la société à un moment donné, quelle qu'elle soit. Troisième niveau d'analyse qui est encore plus intéressant, c'est un discours à travers les élites donc, qui dominent, cherchent non seulement à mettre du contenu, parler de l'objet en question, mais cherchent également à travers ce discours à s'auto-légitimer, justifier dans leur position d'élite dominant la société, et expliquant au fond à la populace que nous sommes ce qu'il faut penser et faire. Voilà. Toute la sociologie de Bourdieu est une sociologie des mécanismes de domination sociale. Donc on comprend l'importance d'où vient ce concept. Il m'a paru plus utile que jamais pour comprendre ce qui se passait, d'où le chapeau général au fond que je donne à travers cela. Alors ce discours, et c'est ce en quoi sans doute mon propos dérange beaucoup, c'est que cette analyse que j'ai construite au fil du temps et ces outils dont je me sers m'ont petit à petit permis d'identifier ce que j'estime être au fond l'histoire globale qui nous est racontée, la narration, le récit global. Je vais le dire encore autrement, ça se comprendra je pense encore mieux. Ce qui m'intéresse et ce que je viens contester au fond, c'est
Qu'est-ce qui, dans 10 ans, dans 20 ans, même dans 5 d'ailleurs, qu'est-ce qui va être raconté à nos enfants, à nos petits-enfants, hein, qu'est-ce qui va être écrit dans les manuels scolaires comme étant ce qui s'est passé là, ce que nous venons de vivre. Voilà. Quelle sera la version officielle de l'histoire? Cette version est déjà écrite, elle l'est depuis longtemps, je crois l'avoir identifiée, et je la conteste dans sa globalité, pas simplement tel ou tel petit point. Et je pense que c'est justement parce que je suis sociologue que je peux comprendre ça et l'analyser, contrairement donc au blabla, y compris de celui de ma propre institution. Alors cette narration, ce récit, cette histoire, c'est donc une chronologie, ça a un début, ça a une fin. Je pense pouvoir l'analyser, ce qui est classique, je fais au fond ce qu'on appelait autrefois l'analyse structurale des récits, aussi rien de nouveau, je me sers de tous les outils qu'on m'a enseignés, que j'ai appris et que j'ai mis à l'épreuve. Je l'analyse fondamentalement à travers 4 séquences argumentatives ou 4 affirmations successives, si vous voulez, qui ont donc un enchaînement logique et chronologique, puisqu'un récit, je répète, c'est une histoire, ça a un début et ça a une fin. Alors je vais d'abord nommer ce récit, puis discuter rapidement, il y a 700 pages pour les détails, on n'aura pas le temps, mais donner quelques éclairages pour montrer comment ce récit est éminemment contestable dans tous ses aspects. Et puis dans une dernière partie, je m'interrogerai sur qui propage et impose ce récit comme la vérité officielle, et incontestable, etc. Alors commençons par décrire ce récit. Quelle est l'histoire que nous aurions vécue, ou que nous vivrions encore? Premier élément de ce récit, de la doxa, c'est celui qui consiste à dire « a surgi », alors peu importe, on reviendra sur pourquoi, zoonose, accident de laboratoire, on y reviendra, mais a surgi quelque part, fin 2019, et arrive en Europe, début 2020, un virus qui constituerait, ouvrez les guillemets, une menace mortelle pour l'humanité. Je cite là le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, ce cher Tedros. Traduction concrète, nous risquons tous de mourir. Voilà le premier élément de la doxa, voilà le premier élément fondamental, le point de départ du récit, le début de l'histoire. Nous risquons tous de mourir. Deuxième élément de ce récit, donc le premier élément est celui qui installe fondamentalement la peur. Et ceci est crucial, central. Tout le reste ne tient pas sans ce socle qui est la peur. Et si encore aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens ne sont pas en capacité à mettre en question, à identifier, à comprendre ce récit et à comprendre qu'on peut penser autrement les choses, c'est parce qu'ils sont restés bloqués à ce stade-là. Ils n'ont jamais pu sortir au fond de cette peur, qui nous branche tous sur le registre de l'émotion. Il y a plusieurs cerveaux, comme vous le savez, il y a le cerveau de devant, mais il y a aussi des cerveaux qui sont derrière. Donc ça nous branche sur le registre de l'émotion, qui nous amène du coup à abolir l'esprit critique, la prise de distance, la réflexion tranquille. On est branché sur l'émotion, qui plus est l'émotion la plus forte qui, me semble-t-il, se puisse concevoir pour un mammifère aussi en partie développé que nous, la peur de mourir. Je ne pense pas qu'il y ait d'émotion plus puissante que celle-là. Même l'amour ou que sais-je, machin, ne peut pas atteindre ce niveau d'émotion. Et c'est fondamental, et je l'ai vérifié des centaines de fois, je continue à le voir, de mes yeux vus. Pour dire les choses très clairement, je continue à voir très régulièrement des gens qui ont une liste de diplômes longue comme le bras, plus longue que la mienne encore, une bibliographie plus longue que la mienne encore, etc. Des gens pour qui j'ai par ailleurs pu avoir un grand respect intellectuel, et qui, dès qu'on aborde ces sujets, se comportent comme des petits enfants. Parce qu'ils ont peur et qu'ils n'ont jamais dépassé ce stade-là. Voilà. Deuxième élément du récit, c'est celui qui va nous faire passer de la peur à la panique, qui consiste à rajouter, donc on risque tous de mourir, virgule, car en plus de la dangerosité supposée intrinsèque de ce virus, nous ne savons pas soigner la maladie qu'il provoque, la Covid. Donc on passe là de la peur à la panique. Donc, troisième élément, la seule chose que nous pouvons faire, en attendant quelque chose, la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est au fond tous se cacher sous le lit. C'est le confinement général. Enfin, quatrième élément, fin de l'histoire, Deus ex machina dans le théâtre antique, nous ne pourrons sortir de sous le lit où nous sommes planqués que le jour où arrivera la délivrance par le vaccin. Voilà.
telle est l'histoire qui est écrite et répétée, et depuis, pour une partie des acteurs dont je parlerai après, depuis le début. Et qui petit à petit s'est imposée avec force et grande violence. Quelques petites fenêtres, petit à petit, de débats qui se sont progressivement toutes refermées pour que ce récit s'impose comme la vérité officielle, la Pravda, dans d'autres époques et dans d'autres pays, disait-on. Alors, c'est cette globalité qu'il faut analyser d'abord, qui, je l'ai déjà dit, je le redis tranquillement, est un conte, est un récit, dont la structure me rappelle furieusement un certain nombre de contes que je lisais, y compris dans mon enfance. Et pour le dire de manière encore plus simple, ça ressemble quand même à une histoire de grand méchant loup qui est arrivé, et puis vite, je me suis caché sous le lit, machin, en attendant que papa revienne avec son gros fusil et tue le loup, quoi. Voilà. C'est un récit qui ressemble beaucoup à ces histoires avec lesquelles on fait peur aux petits-enfants depuis des générations. Voilà. Alors, rentrons maintenant dans la discussion. Rapide, je répète, il y a des centaines de pages et de références. On risque tous de mourir. Excuse, mais je pense que c'est pas vrai. Pas vrai. Voilà. Et on l'a su très vite. Le premier article scientifique qui l'établit clairement, c'est un article des meilleurs épidémiologistes du monde, qui s'appelle Johan Ioannidis, Jean-Dominique Michel a dû vous parler déjà, qui est à l'université de Stanford aux États-Unis, et qui dès le mois d'avril 2020, publie déjà un article exploitant notamment les données italiennes, et montre tout de suite que non, on ne risque pas tous de mourir, c'est pas vrai, il y a une catégorie bien précise de la population qui éventuellement risque de mourir, surtout si on ne la soigne pas, on va voir après, mais éventuellement, et on sait tout de suite qui c'est, c'est les personnes les plus âgées et qui sont par ailleurs déjà malades d'autres choses, pour simplifier les choses. Donc en langage administratif, Santé publique France, c'est les comorbidités associées au très grand âge. Et oui, la moyenne d'âge des gens qui sont morts de ou avec le Covid, on reviendra sur une note de bas de page qu'on mettra, morts de ou avec, c'est pas la même chose. Et c'est un détail, non, c'est pas tout à fait un détail. Si on peut prouver par exemple que à minima un tiers des personnes réputées morts Covid en fait sont mortes d'autres choses, mais bon, ça change beaucoup quand même la représentation globale et le comptage global qu'on a. Voilà. Bon, on y reviendra si j'ai le temps, et sinon ça vous intéresse dans la discussion après. Mais en tout état de cause, déjà, on prend les sources officielles, Santé publique France, la moyenne d'âge des gens qui sont décédés, ça varie un peu selon le 2020, 2021, les mois, les années, mais enfin c'est entre 81 et 82 ans. Mais comme vous le savez, au début, on ne comptait pas les morts qu'il y avait eu dans les EHPAD. EHPAD dont, dernier chiffre à ma connaissance, au niveau national, la moyenne d'âge des résidents en France était fin 2019, c'est le dernier chiffre que je connais, était de 86 ans. Bon. Donc, ça veut dire que, et en 2020, ça a pu constituer jusqu'à un tiers, peut-être, des personnes qui sont décédées de ou avec le Covid. Bon, donc pour faciliter la discussion, les détails sont dans le livre, on va dire que donc les personnes qui sont mortes de ou avec le Covid, elles avaient en gros 83 ans. Voilà, prenons un point de repère. Je répète, les détails, les calculs, vous pouvez trouver dans le livre. C'est pour prendre un point de repère. Ce point de repère, il nous dit quoi tout de suite ? Si on réfléchit, c'est-à-dire si on compare avec d'autres choses, ça nous dit tout de suite que les gens qui sont morts en fait du Covid ou avec se situaient au-delà de ce qu'est l'espérance de vie ordinaire d'un homme et d'une femme dans notre société. Voilà. Puisque l'espérance de vie en France d'un homme, fin 2019, s'était évaluée à 79 ans et demi, quelque chose comme ça, à la louche de mémoire, et pour une femme, 82 et 3 mois, ou 4 mois, ou 5 ou 6, voilà, dans ces eaux-là. Donc de toute façon, on se situe au-delà de ce qu'est l'espérance de vie ordinaire, voilà, pour cette génération-là. Alors, nous raconter avec ça qu'on va tous mourir, non, c'est pas vrai du tout. Donc, c'est les gens qui s'approchent de leur fin de vie. Donc, voilà. Deuxième élément, donc les fameuses dites comorbidités. Donc, oui, des gens c'est-à-dire des gens dont le système immunitaire non seulement est affaibli déjà par le très grand âge, mais en plus est affaibli par d'autres maladies chroniques, etc. Bon, voilà. Donc, dès le départ, ça veut dire que la cible est connue. Les gens qui sont réellement à risque est connue, et ce n'est pas nous tous, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la population générale. Ce qu'on sait aussi par ailleurs, puisqu'on a très vite pu calculer, Ioannidis, avril 2020, donc tout début, qu'en réalité, plus de 95% de la population, des gens qui rencontraient le virus, étaient peu ou pas symptomatiques. Alors, donc, pareil, on ne peut pas dire qu'un virus risque tous de nous tuer si on sait déjà que 95% des gens l'attrapent et qu'il se passe en gros à peu près rien, quoi. Voilà.
sans même parler de tous nos jeunes, je l'ai vécu moi-même, hein, adolescents, adolescentes, qui n'auraient même pas su qu'ils avaient le Covid s'ils n'avaient pas fait un test. Hein, voilà, bon. Donc si avec ça, voilà, donc dire qu'on va tous tuer, c'est une déformation complète de la réalité. Pourquoi, comment, machin, on se posera la question après, mais c'est une déformation totale de la réalité. Voilà. Deuxième élément, donc on ne peut pas soigner. Bon. Ben, je m'excuse, mais je pense que c'est pas vrai non plus. Bon. Et c'est pas moi tout seul dans ma grotte qui me suis fait je ne sais quoi machin et me suis préparé mes propres tisanes dans ma potion magique. Non, pourquoi je dis ça? Ben, parce que j'ai interviewé des médecins qui ont soigné des gens. Une bonne trentaine de médecins généralistes, hein, la plupart donc de manière anonyme, parce que je le répète, hein, ils subissent les sanctions disciplinaires lorsqu'ils ont le malheur de dire publiquement quelque chose. Le dernier en date, pour donner cet exemple tout de suite, le dernier en date généraliste que j'ai pu interviewer, un médecin du Grand Est en France, donc une région où en 2020 ils ont bien rencontré le Covid, hein, qui, pour arrondir, pour donner, que ce soit facile à comprendre, mais c'est très très proche c'est juste j'arrondis à peine, en gros a soigné 1000 patients Covid pendant 2 ans et demi, d'accord, 1000 malades, 1000 malades. Il a eu là-dessus 5 personnes hospitalisées et une personne qui est morte, une personne qui avait presque 85 ans et qui avait par ailleurs un cancer très avancé. Voilà. Et c'est à peu près, ce sont ces ordres de grandeur-là que je rencontre dans tout, lorsqu'on fait l'analyse rétrospective de la patientèle Covid des médecins généralistes que j'ai interviewés. Ceux avec qui on a pu se faire ce travail, c'est compliqué, c'est lent, ils font déjà 10 heures par jour, hein, en plus le soir, faire les statistiques sur ses propres trucs, bon, bravo à eux, hein, moi je n'ai fait que venir à la fin. C'est à peu près ce que je rencontre. Et si je considère ça comme au fond une espèce de petit échantillon, hein, et que je généralise rapidement, j'en arrive très vite à la conclusion que si on avait laissé les médecins généralistes soigner les gens, on n'aurait jamais eu une telle mortalité. Voilà, jamais. Je le dis, je l'assume, on veut tout ce qu'on veut, m'attaquer en justice. Au contraire, allons-y, ça permettra de mettre des choses sur la place publique. Voilà. Tout a été fait, en réalité, pour faire taire, en l'occurrence, tous les médecins qui avaient des propositions thérapeutiques. Alors évidemment, le plus connu, parce que c'était celui qui avait le plus de puissance médiatique, on va dire, c'est l'IHU de Marseille et son célèbre ancien directeur Didier Raoult. Mais en réalité, c'est vrai de la totalité des propositions thérapeutiques qui ont pu émerger, puisque ça a continué par la suite avec l'ivermectine, puisque le gouvernement n'a même pas été capable de rappeler le b.a.-ba de la prévention, la supplémentation en vitamine C et D, en zinc, etc. Toutes ces choses-là, totalement disparues, etc. J'ose même pas parler des plantes, parce que voilà, s'il y a des no-fake meds qui nous écoutent, ils vont faire des arrêts cardiaques, hein, donc par prévention, les pauvres, on va pas leur faire une telle tension. Donc c'est ça qui s'est passé, hein, et en usant de tous les moyens rhétoriques possibles, hein, pour tuer symboliquement et enterrer, cacher sous le tapis toutes ces propositions. Donc ça commence de l'hydroxychloroquine jusqu'à la vitamine D, si on veut. Tout est mis, débarrassé, mis sous le papier. Non, on ne peut rien faire. Et la consigne gouvernementale, je ne sais pas comment c'était en Suisse, mais en France, c'était restez chez vous, prenez du Doliprane. Et si vraiment vous êtes en détresse respiratoire, vous appelez le SAMU et on vous hospitalisera en urgence. Voilà. Tout en disant, nous n'avons qu'une seule peur, c'est que nos urgences soient saturées. Ah, et une éventuelle légère contradiction logique? Non. Voilà. En réalité, hein, quelle a été fondamentalement la stratégie sanitaire qui s'est mise en place en France? Et on va filer la métaphore militaire. Elle est intéressante puisqu'on nous a annoncé qu'on était en guerre. Ben, allons-y. Donc, analysons, mettons sur la table la stratégie de l'état-major. Hein, comment il a conduit la guerre? Allons-y. Alors, fondamentalement, donc, on commence la bataille en disant, alors, l'infanterie, donc 105 médecins généralistes en France, un réseau d'infirmiers, infirmiers libérales, 140 000 personnes. Bon, disons à la louche, on a 250 000 personnes en France qui sont la médecine de proximité. Hein, des gens qui sont au plus près des familles, connaissent les patients, etc. C'est la première ligne de défense en réalité. Hein. Ils dorment dans les armoires du ministère de la Santé, d'ailleurs, toute une série de plans pandémie, etc., hein, où il est marqué partout que la première ligne de défense, c'est la médecine de proximité. Hein. Non, on leur dit, vous restez à la caserne, on n'a pas besoin de vous. Ah, non, c'est le plus gros des forces. Hein. Bon. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre monde, technologie, start-up. Bon. Pas de problème, médecins, on n'a plus besoin des médecins. Restez à la maison, ok. Ensuite, dans une guerre, autrefois, dans l'ancien monde,
Dans une guerre, au contraire, on cherchait à avoir le plus de force possible. Hein. On allait même du coup recruter des mercenaires, hein, pour renforcer les troupes, etc. Alors, filons cette métaphore. On a vu au début, on a vu par exemple d'autres spécialistes de médecine, les vétérinaires, hein, qu'on dit, vous savez, vous dites qu'on n'a pas de tests, nous on peut vous faire des tests. À l'UHU de Marseille, ils ont bossé avec des vétérinaires, ils ont fait des tests. C'est l'occasion de rappeler que les vétérinaires, c'est pas des gens qui donnent des croquettes aux chats. Hein. C'est un doctorat de médecine. Voilà. Et accessoirement, en plus, les épidémies, ils connaissent bien en fait, hein, parce qu'il y en a tout le temps en réalité. Hein. Voilà. Mais non, plein d'espèces, voilà. Toutes celles qui sont évidemment en contact, élevées par les humains, etc. Donc ils connaissent très bien tout ça. Non, de quoi vous parlez? Qu'on retournait donner des croquettes aux chats. Okay. Bon, donc ils se sont tus du coup. Hein. Okay. De la même manière, quand on est en guerre, je sais pas, on a besoin de, par exemple, déplacer les troupes, on va réquisitionner, parce que c'est la guerre, c'est normal aussi. Bon, voilà. Et là, on est arrivé à cette situation extraordinaire où la télévision nous met sous le nez, pour qu'on pleure tous, etc., devant des images d'hôpitaux saturés, des gens qui attendent dans les couloirs, ou même dehors, machin. D'ailleurs, les militaires arrivent pour faire une grande tente et mettre les gens de... Mais à 300 mètres de là, je peux vous réciter des noms de villes, il y a une clinique privée dont tous les lits sont vides. Ils sont armés, hein, et ils sont vides. Ah bon? On ne les a pas réquisitionnés? Non. Donc en réalité, toute la stratégie... Et puis je termine, pardon. Par ailleurs, depuis plus de 10 ans, hein, on construisait à grands coups de millions et millions et millions d'euros d'argent public un espèce de super bombardier, hein, ça s'appelle l'IHU. Hein. Il y en a 7 en fait, l'IHU de Marseille, l'IHU Méditerranée Infection. Il y en a 7 en France, ça résulte du grand concours lancé en 2009. L'idée était de bâtir un certain nombre de pôles d'excellence qui allient à la fois la recherche scientifique et le soin sur des domaines précis. Donc il y en a qui sont sur la cancérologie, la neurologie, mais les maladies infectieuses, il est à Marseille. Et c'est pas par hasard, hein, parce que historiquement, Marseille, qui est le point d'entrée des routes, des flux commerciaux humains vers l'empire colonial, etc., est aussi donc le point d'entrée d'un certain nombre d'épidémies qui accompagnent ces flux humains et animaux, etc. Et donc, on construit une espèce de super bombardier, je filme ma métaphore militaire, hein, et le jour où la guerre est déclarée, pareil, il dit non, on n'a pas besoin de toi. Hein, puis d'ailleurs, ton pilote, c'est un charlatan, tout ça, oui, les cheveux longs, bizarres, une grosse bague étrange. Hein. Donc on a juste laissé faire des tours, survoler sa base, comme ça, et tourner en rond au-dessus de sa base. Ok. Finalement, en réalité, donc sur quoi reposait la stratégie de l'état-major? Sur quelle force? En réalité, uniquement sur les vieilles fortifications en fait en train de s'écrouler au fil des ans, qui est l'hôpital public. C'est-à-dire le truc qui s'écroule au fil des ans, hein, à force de le rendre pauvre, à force de vouloir le gérer comme une entreprise qui fabriquait des yaourts, voilà. Donc c'est ça, là. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on connaît un peu, il se trouve que c'est mon cas, pour des raisons à la fois d'intérêt intellectuel et d'histoire familiale, quand on connaît un petit peu l'histoire militaire, en réalité, et qu'on prend ces choses-là au sérieux, hein, eh bien on se dit que la bonne comparaison... c'est pas du tout, vous savez, tous mes collègues au début du Covid sont tous empressés d'aller racheter La Peste de Camus pour pouvoir placer des petites citations. Moi, je trouve que s'il y avait un livre à relire pour analyser la stratégie d'état-major, c'est L'étrange défaite de Marc Bloch, qui analyse la défaite française de 1940, par l'incompétence de l'état-major. Hein, la ligne Maginot, ils ne passeront pas. Bon, ils ont fait le tour. Hein. Bon, voilà. Donc voilà, toute la stratégie reposait au fond sur le truc en train de s'écrouler, l'hôpital public, et tout le reste incompris. Bon, voilà. Bon. C'est un désastre stratégique, en réalité, hein, et une incompétence totale, voilà, en réalité. Voilà. Réellement, ça ne fait pas plaisir à entendre, hein, donc tous les gens qui suggèrent ça se font tous couper la tête, c'est ce qui se passe. Mais donc, c'est là-dedans, parmi ça, il y avait le fait qu'on puisse soigner les gens en réalité. Voilà. Alors, on en arrive au troisième élément, donc prétendument, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était donc tous se cacher sous le lit, hein, et qui plus est, c'est présenté aujourd'hui, le discours des vainqueurs, hein, l'histoire écrite par les vainqueurs, c'est présenté comme en plus la plus vertueuse action qu'aurait pu trouver le gouvernement, et ça a sauvé des quantités de vies. Ah, non, c'est pas juste quantité, hein. Le gouvernement a suscité, ou certains de ses affidés, gens qui composent sa cour, etc., se sont empressés, peut-être par eux-mêmes, de se dire, mais en plus, on va vous le chiffrer, le nombre de vies que vous avez sauvées. Waouh, incroyable ça. Je me souviens, il y a quelques années, moi je travaillais dans la délinquance, il y avait un élu de gauche qui était venu me voir en me disant, écoutez, on est tout le temps embêtés, les autres qui nous sortent des statistiques de machin, vous pouvez nous dire, avec vos histoires de prévention, là, combien on éviterait de... Vous pouvez donner une statistique du nombre de choses qui n'auront pas lieu.
Je sais, c'est quand même compliqué de chiffrer l'inconnu, hein, et l'inconnu à venir. C'est un peu compliqué quand même. Hein, bon, voilà, bon. Mais là, incroyable, on lit, c'est pas dans des revues à comité, hein, quand même, hein, évidemment, on lit sur par exemple le site internet de l'école de santé publique de Rennes, un article écrit par, vous savez, des fameux modélisateurs, hein, des gens pour qui la réalité est un écran d'ordinateur en fait, hein, aucune notion de médecine, épidémiologie apparemment, hein, semble-t-il. Donc ils ont 3 facteurs qui produisent une courbe, on prolonge la courbe et puis à tel jour on sera là et puis voilà, hein, donc il y aura 1 million de morts, machin. Donc là c'est l'inverse, ils nous disent le confinement a sauvé 61 000 de mémoire 433 ou 527 à l'unité près quoi, hein, 61 000 ou 2, je sais plus, 423 mettons. Waouh. Ils sont très très forts. Hein. Bon, non, moi je peux pas suivre. C'est trop puissant statistiquement. Voilà. Bon, c'est une blague. Hein. C'est une grosse blague. Si nous étions sérieux, et que nous avions fait un travail scientifique, si on avait été plus nombreux, hein, je le redis, parmi mes collègues, etc., on aurait pu enclencher ce qu'on sait faire, c'est-à-dire lancer un processus d'évaluation d'une politique publique, en l'occurrence une politique sanitaire, bon, ce qui est compliqué, ce qui requiert plusieurs compétences disciplinaires, un travail d'équipe pour analyser des impacts qui sont de plusieurs types, qui sont collectifs, qui sont individuels, qui sont financiers, économiques, sociaux, psychiques, qui par ailleurs sont de court terme, de moyen terme, de long terme. Bon. C'est tout ça qu'on aurait dû évaluer. Hein. Je vous prends un exemple très concret là aussi pour montrer qu'il y a des impacts en plus il peut y avoir des impacts de long terme bien sûr. C'est pas juste à l'instant T qu'il se passe quelque chose. J'avais au tout début du premier confinement en France un petit groupe de discussion avec 3 enseignants de lycées professionnels et techniques en France qui s'inquiétaient énormément des phénomènes de décrochage scolaire chez les adolescents, voilà, qui sont déjà les adolescents plus fragiles hein, dans le système scolaire et qui avaient totalement disparu des radars, mais c'était juste que la façon encore plus visible de quelque chose qui était plus large. Hein. Mes propres étudiants étaient pour certains dans un état tout à fait inquiétant. Hein. Bon. Mais donc là, il y avait des phénomènes de décrochage absolument majeurs et on discutait avec eux. Phénomène qui n'existe pas hein, pour le ministère de l'Éducation nationale en France. Tout se résume toujours à 3 mots. Hein. Tout va bien. Dormez, braves gens, tout va bien. Voilà. Comme pour le reste, hein, les effets secondaires, tout va bien. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. Le décrochage scolaire qui a pour conséquence immédiate des échecs scolaires, des orientations contraintes qui n'étaient pas celles qu'on pouvait désirer ou espérer. Et par ailleurs, c'est pas simplement donc l'effet à la fin de l'année, c'est quelque chose qui donc oriente en réalité tout le devenir dans toute la trajectoire scolaire de l'élève en question. Et comme on le sait par ailleurs, enfin, le diplôme est une des clés majeures de l'insertion professionnelle, donc de l'entrée dans la vie adulte, comme on dit en sociologie. Donc en réalité, ça impacte toute la trajectoire de vie des personnes. Voilà. Voilà un petit exemple très concret, ce qui est une grosse banalité pour les sociologues de l'éducation, hein, mais qu'il faut rappeler, voilà, ce genre de choses. Si nous avions été sérieux, c'est tout ça qu'on aurait mis sur la table. Il n'y a pas le début de l'idée de le faire, hein, officiellement, je parle des pouvoirs publics de mon pays. Et à la place de ça, on a ce blabla, hein, cette propagande qui vient jusqu'à vous dire on a sauvé 61 243. C'est une sinistre plaisanterie. Une sinistre plaisanterie. Tout ça pour arriver donc à la fin de l'histoire, au Deus ex machina, à la solution finale, qui est donc la délivrance par le vaccin. Bon. Alors moi, naïvement, puisque ne venant pas de cet univers-là, hein, j'ignorais à ce moment-là, à l'été 2021, j'ignorais à quel point le vaccin était une sorte de religion professionnelle dans le corps médical. Je ne savais pas que c'était à ce point-là, je ne m'en rendais pas compte. Or, c'est de ce niveau-là, c'est de l'ordre de la religion professionnelle. C'est quelque chose qu'il est tabou de questionner, au fond. Hein, c'est ça, la religion, on ne touche pas, c'est le dogme, on répète, hein, mais voilà. Et depuis, je comprends bien, hein, et puis depuis surtout, moi j'ai fait ce que je fais tous les jours, j'ai la chance d'être, comment dire, je suis toujours fonctionnaire, hein, j'ai toujours mon salaire, et pour cause, pour me virer, il faudrait montrer que j'ai fait une faute grave, et moi j'attends, hein, la commission de discipline, j'arrive, je pose les 700 pages, je dis allons-y, alors page 23, note 42, enfin, je sais pas, elle est où la faute grave qui justifierait, je ne sais quoi. J'attends, hein, j'attends. Jamais personne n'est venu, hein, évidemment. Jamais personne. C'est que dans les réseaux sociaux, on dit que, le journaliste a dit que. Hein. Mais donc, le résultat, néanmoins, moi je suis évidemment placardisé hein, du fait de cette ostracisation. Donc concrètement, ça veut dire que j'ai toutes mes journées pour faire ce que je veux. Hein. Donc je lis, ce que je faisais déjà, mais encore plus. Moi, je m'intéresse au vaccin, bon, pourquoi pas. Je m'envoie à la bibliothèque et puis je m'avale le rayon de bibliothèque concerné. Ce qui m'a permis de me rendre compte très vite
D'abord qu'il y a extrêmement peu de gens qui ont une connaissance scientifique de ces choses-là, de vaccinologues. Moi, je m'attendais à trouver des laboratoires entiers, des revues entières, machin, tout ça. Bah, de ce que je crois avoir lu, j'ai essayé de faire un petit peu le tour, des gens qui sont vraiment des chercheurs, qui produisent de la connaissance empirique sur ces choses. Bah, je les compte sur les doigts d'une seule main. Hein. C'est la misère, en fait. C'est misérable. Hein. Enfin, voilà. Tous les autres sont des gens qui répètent des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées de leur vie, qu'ils n'ont jamais vérifiées. Ils se contentent de recopier. Alors ça, je me suis avalé aussi les 20 manuels d'introduction à la médecine, histoire à la médecine qu'on trouve dans les rayons ordinaires de bibliothèque. Et on voit les gens qui se recopient les uns les autres, en fait, hein, manifestement. Hein, avec la longue liste, le vaccin à éradiquer, ça, tap. Le type n'a jamais vérifié quoi que ce soit. Hein. Alors que c'est pas très compliqué. Pas très compliqué d'aller se renseigner un petit peu, de chercher les statistiques sanitaires et puis de regarder si dans tel pays, à telle époque, la courbe de l'épidémie, du nombre de malades, et puis regarder à quel moment on a commencé à faire une vaccination générale, puis regarder si ça colle, quoi. C'est pas très compliqué en fait. Bon, voilà. Personne ne fait ça. Une espèce d'épidémiologie historique, quoi. Pas très sorcier. Hein. Voilà. Ce qu'on fait, hein, j'ai publié il y a quelques temps sur mon blog, alors qu'il n'est plus donc chez Mediapart, hein, un journal qui m'a censuré, alors qu'il prétend incarner la liberté de penser, et défendre les lanceurs d'alerte, soutenir les intellectuels de gauche critiques, tout ça. Je coche toutes les cases, moi. Donc c'est une blague, c'est quand ça les arrange, en fait. Donc c'est sur Quartier Général, Média Libre, c'est le nom hein, de ce petit média en ligne qu'a créé la journaliste Aude Lancelin en France. Et j'ai publié il n'y a pas longtemps un entretien avec Michel Delorgeril, qui est quelqu'un qui précisément fait ce travail d'épidémiologie historique. On nous dit que le vaccin éradiquait tel truc dans tel pays à telle époque. Bah, allons-y, on cherche les données, on regarde. Bon, voilà. Et puis, si on s'aperçoit que le truc avait déjà disparu 20 ans plus tôt, on ne va pas nous dire que ces vaccins arrivaient de 20 ans plus tôt. Voilà, bon. Ça n'a franchement rien d'extraordinaire en réalité. Hein. C'est juste travailler un peu, quoi. Voilà. Plutôt que de répéter bêtement, sans avoir vérifié soi-même. Voilà. Donc, bah, moi je suis arrivé là-dessus, et puis j'ai fait ce que j'ai compris qu'en fait on faisait toujours. Encore une fois, les trucs de base, plus scientifiques de base. Il y a un vaccin, bah, on pose 3 questions. 1, est-ce que ça protège de la maladie concernée, l'individu ? 2, est-ce que ça a un effet collectif ? Ça casse les chaînes de contamination, de transmission. Et 3, quels sont les effets indésirables graves ? Parce qu'évidemment, si le médicament que vous prenez vous rend plus malade que la maladie qu'il est censé mettre, il ne faut pas le prendre. Voilà, tout ça est quand même très simple en fait, hein. Pas très compliqué. Je n'ai pas besoin d'avoir fait 3 doctorats de spécialité médicale pour comprendre ça. Voilà. Et donc moi j'applique le truc, enfin, moi et puis mon équipe, hein, je répète, c'est un travail collectif, hein, nourri les uns des autres, machin. On ne peut plus discerner d'ailleurs au bout d'un moment qui a pensé le premier que, puis on s'en fout. C'est le propre du travail scientifique, c'est un travail collectif. Donc on pose ces questions. Voilà, la première que j'ai posée dès le mois de juillet 2021, c'est, parce que c'était ce qui était le plus fort dans le discours, dans la propagande politico-industrielle, c'était la fonction dite collective, la fonction dite altruiste de la vaccination. Tu ne te vaccines pas, tu es un sale égoïste, une sale égoïste. Hein, voilà, tu tues ta grand-mère en faisant pas ça. Bon. Ok, j'y bats. Pourquoi pas hein. Donc moi, traduction, c'est pas un dogme que je répète comme ça, hein. Sinon c'est pas de la science, c'est la religion, c'est autre chose. Total respect pour les croyances religieuses des uns des autres, c'est pas le problème. Mais il ne faut pas prétendre que c'est de la science, c'est une autre chose, une autre démarche, un autre métier, une autre attitude intellectuelle. Donc non, je ne répète pas bêtement, machin, hein, je vérifie. Bon, alors on me dit, c'est ce qui va casser la contamination, machin. Bon, alors, je fais un truc très simple, très simple. Tout ça est pas très, ça prend juste beaucoup de temps, mais intellectuellement c'est très simple. Et bien juste, je regarde. On est donc en juillet 2021, les campagnes vaccinales ont commencé au tournant de l'année précédente, donc il y a au moins 6 mois de recul, et il y a un certain nombre de pays qui ont déjà vacciné quasiment toute la population. Donc je regarde comment se comporte l'épidémie dans ces pays-là, bon. Et je m'aperçois que dans aucun, je dis bien aucun, je n'ai pas trouvé une exception, hein, dans aucun des pays concernés, l'épidémie a disparu. Non seulement elle n'a pas disparu, mais on est à l'été 2021, date en Europe de l'arrivée du variant dit Delta, hein, et on s'aperçoit que dans les pays donc, qui ont déjà vacciné toute leur population, eh bien, la plupart d'entre eux connaissent même un pic épidémique le plus fort depuis le tout début de la crise du Covid. Alors, c'est une blague le truc de... Bon. Et par souci de vérification, etc., je prends autour, je regarde aussi, alors, il y en a certains, ce sont des îles, donc c'est juste eux, d'autres, ce sont des pays continentaux, donc je regarde aussi les pays qui sont autour, en m'intéressant évidemment
tout particulièrement à des pays qui auraient au contraire très peu vaccinés juste à côté, mais qui sont dans le même contexte, qui ont des échanges de population, de machin, tout ça. Et je m'aperçois que c'est exactement la même chose, Delta, machin, bim, le truc, donc, le pays vacciné ou pas, fait exactement le même truc. Bon. Donc il est, dès ce moment-là, dès juillet 2021, il est déjà évident que le discours sur la fonction collective, altruiste, machin, ça vaut zéro. Voilà, c'est juste pas vrai, c'est tout. C'est juste pas vrai. Voilà, c'est du blabla, pipeau. Voilà, il y a du pipeau, rien d'autre. Et voilà, bah donc je publie ça, puis point, ça s'arrête là. Bah, on n'est pas compte que, non, je savais pas moi que c'était une religion, donc forcément, sacrilège, tabou, sanction, exclusion, machin, bon. Deuxième truc, alors, j'aurais voulu faire en deuxième ensuite, tester la protection individuelle. Voilà. Sauf que pour tester quelque chose, il faut des data, il faut des données. Bon. Et moi, j'ai pas de données à ce moment-là. J'ai pas de données, pourquoi ? Parce que les données, quand elles existent, elles ne sont pas rendues publiques. Ça fait des mois et des mois qu'avec mon collègue épidémiologiste de l'INSERM, Laurent Toubiana, nous réclamons à une institution en France, qui s'appelle l'adresse, nous réclamons qu'on publie le chiffre qu'ils ont. C'est dans l'ordinateur du mec qui a juste à appuyer sur publier plutôt que laisser dans brouillon pour que ce soit en ligne. Pas compliqué. Donnez-nous le statut vaccinal des personnes étiquetées mort Covid. Pas compliqué, puis on regardera. Mort Covid, vacciné, pas vacciné. Et on vérifiera si c'est 100%, 0 ou 95, 5. Un truc efficace à 95%. Voilà, on vérifiera tout de suite. Bon. Alors on cherche, il y a des indices dans d'autres pays plus transparents que la France, il y a quelques indices qui laissent à penser pour l'instant, mais je répète, on manque encore de données, parce que, non pas qu'elles n'existent pas, parce qu'elles sont cachées. Mais à mon avis, le résultat final, on verra que ça ressemble plutôt à un deuxième tour d'élection présidentielle. C'est pas 0 ou 100%. Ça va plutôt être du 60-40, 55-45, ou un truc dans ce genre-là. Voilà. C'est-à-dire que, bon, c'est pas très significatif comme truc. Voilà. Donc, n'ayant pas ces données, je laisse pour plus tard cette question-là. Je m'attaque à la troisième, sur laquelle il y a déjà des datas, qui sont les effets indésirables. Et où est le sacrilège ? C'est une avancée fondamentale de la démocratie sanitaire, conquis de haute lutte pour certains, des médecins qui ont consacré une grosse énergie toute leur vie, pour qu'on ait quoi ? Ce qui paraît quand même un peu le b.a.-ba. C'est-à-dire que, pour résumer comment ça fonctionne cette histoire, les industries fabriquent les médicaments. Okay ? Les industries ensuite font elles-mêmes les tests, les essais cliniques, pour tester l'efficacité des médicaments. Et ensuite, ils se présentent devant les agences de contrôle sanitaire public pour demander l'autorisation de commercialiser ces médicaments, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Donc, dans un tel système, où l'industriel a fabriqué et a lui-même testé le truc, la moindre des choses, c'est qu'on ait un petit retour après pour voir qu'est-ce qui se passe, une fois qu'effectivement on autorise la commercialisation. Bon, un petit retour. Un retour des médecins qui prescrivent et des patients qui consomment. Bien. Et c'est pour ça qu'on met en place la pharmacovigilance, pour avoir ce petit retour du terrain, histoire qu'on ne soit pas aveugle à savoir ce qui se passe réellement après. Dans l'idée que il peut peut-être se passer des choses que, même sans mauvaise volonté, n'avaient pas été vues dans les essais cliniques. Peut-être, ne serait-ce que par exemple parce que ça va mettre plus de temps à se manifester, ou parce que, si on s'intéresse un peu sérieusement à ces études, ce que personne ne fait non plus, quand on comprend par exemple que les essais cliniques ne sont jamais faits sur des échantillons représentatifs de la population. Ce qui est quand même embêtant. Parce que si vous voulez faire un médicament pour des personnes fragiles, etc., en l'occurrence âgées, comorbidité, machin, s'il n'y en a pas dans votre population que vous testez, c'est embêtant. S'il n'y a pas d'enfants que vous voulez mettre aux enfants, c'est embêtant. S'il n'y a pas de femmes enceintes et que vous voulez le filer aux femmes, c'est un peu embêtant quand même. Voilà. Donc, moi, dans mon métier, je sais bien ce que c'est qu'un échantillon représentatif de la population. Voilà. Donc, si je veux tester la délinquance chez les adolescents, puis que je ne mets pas d'adolescents dans mon... C'est un petit souci quand même. Voilà, bon. Donc, c'est un peu le b.a.-ba. Et c'est le problème majeur. C'est-à-dire que si vous testez des médicaments sur des gens jeunes en pleine santé, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup moins d'effets secondaires que si vous les testez sur les gens en beaucoup plus mauvaise santé auxquels ils sont réellement destinés. Il y a comme une légère escroquerie, on va dire, quand même dans le truc. Voilà. Mais à la fin, vos tableaux, ils sont magnifiques, c'est randomisé en double aveugle, c'est nickel. Oui, sauf que c'est pas du tout représentatif du truc. Bon, voilà. C'est quand même des gros soucis, ça, l'air de rien. Bon, voilà. Donc, la moindre des choses, c'est qu'on ait un petit retour après pour voir ce qui se passe lorsqu'on administre réellement les médicaments en question à la population. Donc, la pharmacovigilance, c'est une avancée démocratique majeure.
est fondamentale. Il n'y a pas de démocratie sanitaire s'il n'y a pas de pharmacovigilance. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, pour le coup, on se met à plusieurs, parce que c'est un gros travail. Eh bien, on s'en va consulter les données qu'on a. On le fait, on regarde les données en France, en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis et à l'échelle de l'Union européenne. Voilà. Et on constate, on regarde juste, et on constate que eh bien, ces 10 vaccins provoquent plus d'effets indésirables qu'on n'en a jamais vu pour aucun autre vaccin. Et pas en taux, évidemment. Hein. On ne va pas comparer un produit qui se distribuait à 100 millions de personnes avec un autre qui ne concerne que quelques milliers de... Voilà. Donc, en tout, à chose égale, et comparer également à d'autres campagnes vaccinales qui visent la population générale. On l'a comparé aux États-Unis avec les campagnes contre la grippe saisonnière, qui font l'objet de vaccination en population générale. Et on s'aperçoit que le rapport en termes d'effets indésirables, il est de plus que de 1 à 100. Il y a plus de 100 fois plus d'effets indésirables avec les vaccins dits Covid, les vaccins ARN messagers, les 4 qui dominent le marché occidental à cette époque-là et qui sont dans les bases de données, donc Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen & Janssen, Janssen pour Johnson & Johnson. Voilà, c'est de ce niveau-là, dans la base suisse de mémoire, c'est dans le livre, dur de garder tout par cœur en chiffres, mais c'est de l'ordre de 1 à 120 le rapport en comparaison avec la campagne contre la grippe saisonnière en termes de nombre de taux de proportion d'effets indésirables. Voilà. Donc il se passe quelque chose, c'est évident. C'est ce que dit aussi la plus transparente de toutes les données de pharmacovigilance des bases, qui est la VAERS aux États-Unis. Ce que je savais déjà dans mon métier avant sur la sécurité, il y a une grande transparence sur les données fédérales aux États-Unis. Des raisons qui tiennent à l'histoire américaine, l'histoire politique. Et en l'occurrence, là, c'est pas un petit PDF comme en France, on clique sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, puis on a un petit PDF, et puis on prend pour argent comptant le truc qu'on a sous les yeux. Aux États-Unis, vous avez la base de données qui est en ligne. Vous pouvez rentrer dedans, faire vos requêtes informatiques dedans et calculer. Enfin, c'est un niveau de transparence infiniment supérieur. Voilà, on fait ça, puis on arrive à la conclusion qu'on n'a jamais vu autant d'effets indésirables graves ou pas graves à la suite de l'administration d'un vaccin. Donc la moindre des choses, et c'est ce qu'on écrit à la conclusion de l'article, c'est plutôt que de tous dire « Ah, youpi, formidable, le dernier élément du récit, la fin de l'histoire, le miracle, amen, tout ça », plutôt que de sauter, on va tous pouvoir ressortir, chanter, et donc si tu es vacciné, tu pourras aller au concert, en boîte de nuit, machin, pour chanter, danser, tout ça, youpi. Attention, attention, non, tous les signaux, ils sont au rouge, en fait, ils sont au rouge, voilà. Et donc on pose la question aussi de savoir, c'est quoi le nombre d'effets indésirables graves acceptables pour continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, y compris des morts, parce que dans la base de données, il y a des morts, qui sont en partie liés, associés, comme on dit, au vaccin. C'est jamais la cause unique, mais c'est comme le Covid, on l'a dit tout à l'heure. Covid, tout le monde ne risque pas, c'est du pipeau, c'est pas vrai, c'est les gens qui sont déjà hyper affaiblis par autre chose. Bon, là, le vaccin, c'est sans doute la même chose, c'est pas n'importe qui. Bon, il peut y avoir d'autres raisons au fait que c'est pas n'importe qui, mais la première, me semble-t-il, c'est quand même précisément les différences de l'état de santé de chacun des individus. Bon. Donc voilà, on dit c'est quoi le nombre de morts acceptables? 100 1000 10 000 100 000? Voilà, il faut poser ces questions, c'est crucial, c'est un enjeu démocratique évident, majeur. Voilà, bon, c'est interdit, machin. Bon, voilà comment se fait mon travail. Oui, rien d'extraordinaire. Voilà. Plutôt que donc de prétendre en 3 coups de cuillère à peau, régler la question du pourquoi. Après avoir analysé le comment, on fait toujours ça en science. On commence, vieux sociologue de la déviance que je connaissais bien, Howard Becker, qui dans son manuel de méthodologie dit ça. Commencez par analyser et comprendre le comment, avant de vous la chercher à répondre au pourquoi. C'est ça la démarche scientifique. Donc une fois qu'on a vu un peu le comment, évidemment on va chercher le pourquoi. C'est-à-dire on va se demander qui propage et impose ce discours, cette prétendue vérité officielle, comme seule légitime, incontestable, machin, qui se fait ça? Et la réponse n'est pas simple. Voilà, c'est pas 3 personnes qui se réunissent en secret depuis 30 ans dans une pièce obscure pour préparer. Non, ça, c'est les délires complotistes. Voilà. La réalité est complexe. Voilà. Un autre de mes maîtres s'appelait Edgar Morin. La réalité des humains, c'est complexe. Voilà. Il faut une analyse systémique. Voilà. Donc on fait une analyse de réseau, comme on dit en sociologie. Concrètement, pour simplifier, je dirais, pensez à toutes ces séries policières qui malheureusement inondent cet instrument massif de décérébration de la population qui s'appelle la télévision. Pensez à ces séries-là, l'enquêteur de police, qu'est-ce qu'il fait? Il se met derrière, puis là, voilà, par exemple,
une surface comme ça, puis il met la photo de suspects, des suspects, puis il cherche des liens entre eux, il trace des trucs, bon, en se posant des questions de base qui commencent par à qui profite le crime. Voilà, bon. Je me suis fait traiter de complotiste juste pour faire ça. Hein. Waouh! Donc en fait, comme monsieur Jourdain, j'étais complotiste sans le savoir. Non. Pire que ça, j'enseigne ça à l'université depuis 20 ans. Donc j'ai formé des générations de complotistes, mon Dieu. Mon Dieu. Retrouvons le fichier pour les sortir tous aussi. Et puis alors, non, mais du coup, dans les écoles de police, de gendarmerie, l'école de la magistrature, où j'ai enseigné aussi, voilà, on forme aussi des complotistes alors. Tout ça est une vaste blague, hein, une sinistre plaisanterie. Il est essentiel, non seulement légitime, mais fondamental de se poser ces questions-là. Alors quand on se pose la question sur d'où vient ce discours, qui le propage, qui l'impose, qui le garde jalousement, qui censure les autres discours, etc. Bon, on a en fait une série d'acteurs qui sont différents, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, ni au même moment. Voilà. Il y a une complexité qu'il faut admettre. Il n'y a pas une réponse simple, il n'y a pas un petit complot caché dans l'obscurité avec 4 personnes qui depuis 20 ans aient prévu tout ça. Ce n'est pas vrai. Pas vrai. C'est plus compliqué. Il faut admettre cette complexité et il faut admettre que la réponse est un travail. Voilà. Et qu'il y a un certain nombre de méthodes aussi pour ça et d'outils pour ça. Voilà. Alors, là aussi, je ne peux que déflorer à peine le truc très rapidement, mais au moins déjà identifier les acteurs et dire quelques-unes de leurs caractéristiques majeures. Voilà. À peine le temps de faire à peu près ça. Alors évidemment, les premiers dont on va parler, c'est ceux qui ont un intérêt financier à ça. Évidemment, mais c'est pas compliqué, les gagnants de l'histoire. Puisque la délivrance, c'est le vaccin, ceux qui commercialisent le vaccin, c'est évident qu'ils sont les premiers intéressés par la chose. Bon, voilà. Les industries pharmaceutiques, évidemment, ceci est connu, il y a des rayons entiers de bibliothèques sur le sujet, hein, déploient d'intenses stratégies de trafic d'influence et de corruption dans le but d'arriver à ce qui est le but final, à savoir le chèque que vont faire les États pour qu'ils puissent fourguer leurs produits, quoi, le plus vite possible, au moindre coût, enfin voilà, faire un maximum de pognon le plus vite possible. Pas compliqué, hein, c'est la logique de cela. S'il y a des gens qui n'ont pas compris ça, qui retournent au pied du sapin en attendant que le Père Noël leur fasse des cadeaux, hein, voilà, on ne peut rien pour eux, hein, voilà. C'est tout, hein. Enfin, c'est vraiment se comporter comme des petits-enfants. Hein. Bon. Donc non, les industries pharmaceutiques ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité, ce sont des entreprises à but lucratif, et dont il est bien connu depuis des années, je répète, il y a des rayons entiers de bibliothèques pour étudier toutes leurs stratégies de trafic d'influence, de corruption, de tricherie, de falsification, etc. Voilà, elles sont régulièrement condamnées par la justice pour toutes ces raisons, fraude, dissimulation, tricherie, etc. Et les deux plus condamnés aux États-Unis de toute l'histoire, c'est Merck et Pfizer. Hein, voilà, donc dès le départ, et je rappelle ma définition tout à l'heure, la délinquance, hein, le fait d'enfreindre la loi. Voilà. Donc nous avons confié au fond le sort de l'humanité à des délinquants multirécidivistes. C'est ça qu'il faut comprendre dans mon langage de criminologue, si vous voulez. Voilà. Bon. Donc, au moins se poser cette question-là, voilà, il me paraît la moindre des choses. Donc, bien sûr, il faut analyser ça, mais ça ne suffit pas. Il faut. Aujourd'hui, on est dans le monde du capitalisme financier américain, en l'occurrence. Derrière les figures hein, du médecin qu'on va mettre en avance, ce qui dirige l'essai clinique de demain, ou derrière le PDG dont on va voir la tête, hein, monsieur Bourla, monsieur machin, que tout le monde connaît maintenant. Derrière ça, si on veut évidemment comprendre qui derrière a intérêt, qui touche les espèces sonnantes et trébuchantes, il faut étudier l'actionnariat hein, de tous ces groupes industriels. Voilà. Et faire même l'étude croisée de l'actionnariat de tous ces groupes et de tous les financiers pour comprendre précisément quel est le système, le capitalisme financier américain qui se cache derrière. Voilà. Et on y arrive vite, c'est pas compliqué, ils sont pas 40 000 hein, entre les banques, les fonds de pension et les grandes fondations créées par les milliardaires. Voilà. À commencer par M. Bill Gates. Hein. Quelques mots sur M. Bill Gates, voilà un deuxième acteur tout à fait important dans cette histoire. Et là aussi, on n'a même pas besoin de lui faire des procès d'intention, quoi que ce soit. Ce qu'il dit, ce qu'il pense, il passe son temps à le dire partout. Donc, il n'y a rien de caché là-dedans, rien de caché du tout. Tout ça est dit, puisque les gens se vantent de ce qu'ils font. C'est pas compliqué de savoir. Hein. Ils s'en vantent. Bill Gates, il était il y a un peu avant l'été, je crois, il était au journal de France 2 en France, son truc. Il publie une tribune dans le journal Le Monde. Donc, ce qu'il pense, tout le monde le sait. Voilà, bon. Donc, le cœur de sa pensée, qui est quand même, en gros, je vais vacciner l'humanité pour sauver l'humanité, hein, ce qui est une sympathique réflexion de petit enfant. Hein, bon. C'est le cadeau du Père Noël au pied du sapin. Hein, c'est de ce niveau-là, en fait, hein, intellectuellement.
c'est malheureux, mais bon. Mais c'est peut-être très sympathique. Hein. Je répète, je ne sais pas ce qu'il y a au fond de sa psyché et je m'en contrefiche. Hein. Voilà. J'écoute ce qu'il dit, je regarde ce qu'il fait et j'essaie de mesurer les conséquences que ça a. Point. Et c'est ça le travail scientifique. Donc, quel est le souci en l'occurrence? Le souci, c'est là aussi le pouvoir d'influence et de corruption qu'a M. Bill Gates du fait de sa fortune, en réalité. Bon. Et exemple tout de suite, la place prépondérante qu'il a pris dans le financement de l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Moi, quand j'avais fait mes études il y a 25 ans, j'ai commencé en faisant un peu de droit, parmi l'ensemble des choses que je suis allé voir. Et dans mon cours de droit public international, il y avait le fonctionnement de l'ONU, l'OMS, premier financeur les États-Unis, puis la France, l'Angleterre, etc. Ok, sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a deux ensembles de financeurs. Il y a les États et il y a les financeurs privés. Voilà, je ne savais pas, c'est parce que je n'étais pas retourné voir ça depuis. Donc on regarde financeurs privés, pouf, on clique, c'est pas compliqué, c'est sur le site de l'OMS, hein, on clique financement, et il y a la colonne qui apparaît. Le plus gros en haut, c'est donc M. Bill Gates. Le deuxième, c'est la Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination. C'est clair, hein. Là aussi, il n'y a pas de projet caché, hein. C'est très clair. Bon. Donc on fait un truc incroyable, on ouvre un deuxième onglet dans sa barre de recherche en haut, hein, Gavi, puis on clique sur budget. Voilà. Premier financeur de la Gavi, Fondation Bill Gates. Ah tiens, ok, alors du coup moi je suis à l'ancienne, vous savez, je prends mon papier, crayon, hop, je marque, toc, 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 et j'ai fait ça pour toute la liste. Et puis il y en a une trentaine comme ça, hein. Il y a d'autres fondations, Rockefeller, machin, il y a d'autres formations, enfin ils ont des formes juridiques plus ou moins différentes, mais il y a d'autres organisations qui affichent tous ces buts humanitaires, généreux, tous gentils, etc. Et chaque fois, je vais regarder qui finance, qui donne des sous, voilà. Puis à la fin, comme j'ai vu Bill Gates sortir quand même souvent, et que j'ai noté dans mon petit calepin, à la fin, je fais un truc incroyable, je fais une addition, et puis je reviens comparer avec la colonne financement par les États. Et je m'aperçois que M. Bill Gates est devenu le plus gros financeur de l'OMS. Voilà, c'est tout. Bon. Est-ce que c'est une information importante? Il me semble. Il me semble que s'il y a un organisme qui est censé définir les stratégies de santé publique pour premier financeur une entreprise privée, il me semble que ça mérite qu'on se questionne. Voilà, on se questionne. Et d'ailleurs, avant que les gens deviennent tous paralysés comme des petits-enfants par la peur, ils se questionnaient en fait. C'est un journaliste en France, il n'y a pas beaucoup de choses, hein, mais il y a un journaliste en France, c'est Lionel Astruc, de mémoire, qui a publié, je crois que c'était en 2019, donc vraiment juste avant, ou 2018, juste avant, un petit livre sur le pseudo-philanthro-capitaliste de M. Bill Gates. Donc il y avait encore des gens qui faisaient un peu d'enquête, un peu d'investigation, le boulot quoi, avant qu'ils deviennent tous paralysés, terrifiés. Et voilà. Bon. Ah mais non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Donc bien sûr, ces acteurs-là sont tout à fait essentiels et ils sont présents dans les financements de tout ça, etc. Voilà. Alors je vais très vite parce que le temps est épuisé. Il y a ensuite bien l'acteur politique, bien sûr, hein, alors qui n'est pas celui qui a déterminé tout ça, mais par contre, c'est celui qui a mis tous ses moyens au service de cette finalité, et déployé en particulier tous les outils de contrôle, de contrainte, et toute sa bureaucratie, au fond, hein, pour mettre en musique, au fond, la doxa, hein, dans tous ces éléments que j'ai décrits, voilà, en utilisant tous les moyens à disposition de l'État pour dire que vraiment, oui, on avait tous raison d'être morts de peur, pour vraiment dire que oui, personne ne pouvait soigner, et pour regarder l'acharnement sur l'IHU de Marseille. C'est juste hallucinant. Le truc que les pouvoirs publics ont porté à coût de dizaines de millions d'euros d'argent public, construit pendant des années, puis hop, du jour au lendemain, non, en fait, donc ce sont des charlatans, ils trichent, ils mentent, il y a du harcèlement sexuel, du jour au lendemain, c'est incroyable. Ah ouais. Donc depuis 10 ans, c'est une blague, si on est sérieux, c'est une blague. Orchestrée par des journalistes qui passent leur temps, qui n'ont jamais mis les pieds à l'IHU. Hein. C'est ça le truc, c'est des gens qui écrivent, non, ils sont rivés les fesses sur le siège, hein, à Paris, ils parlent d'endroits où ils ne sont jamais allés, de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Hein. Voilà. Mais ça ne pose problème à personne. Bon. Donc c'est tous les moyens, et puis tous les moyens de la bureaucratie, donc que ce soit pour envoyer des pseudo-inspections de contrôle aux gens qu'on n'aime pas, voilà. Mais faut voir, j'analyse un petit peu dans le tome 1 surtout, la production bureaucratique. Moi je l'ai écrit, j'assume, j'attends qu'on vienne m'attaquer dessus, il n'y a pas de problème. J'ai qualifié ça d'hystérie ou de délire. Hein, délire bureaucratique, une hystérie bureaucratique, parce qu'il y a une production de normes, de lois, de règles, de circulaires, de machin, qui est hallucinante. De par la quantité, c'est-à-dire que personne en réalité n'en maîtrise et n'en connaît la totalité, personne.
tellement il y en a. Hein. Il faut lire, ne serait-ce que même dans un domaine, il faut lire la totalité des protocoles et circulaires de l'éducation nationale, par exemple. C'est hallucinant. Vous avez des textes qui font des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages, qui vous décrivent en détail comment on rentrera par telle porte, on sortira par telle autre, il y aura une flèche jaune, une flèche verte, une flèche orange. Ce qu'on pourra faire à la cantine ne sera pas ce qu'on fera au gymnase, qui ne sera pas ce qu'on fera au dortoir, qui ne sera pas ce qu'on fera dans la salle de classe, qui ne fera pas ce qu'on ferait dans l'escalier, qui machin. Enfin, il faut lire, il faut voir les choses pour le croire. Hein. Faut le voir pour le croire. Et pour mesurer aussi l'absurdité de cette accumulation de règles, une fois qu'on en prend connaissance et qu'on les met sur la table. Hein. L'absurdité, et en l'occurrence on parle de l'école, les incroyables violences, moi je trouve qu'ils sont faits... je vous donne là aussi, je vous donne un tout petit exemple, pour le coup il est très personnel, faisant une petite enquête par ailleurs sur le décrochage scolaire depuis quelques mois. Je rentre dans une école... je me rends dans un tas d'écoles, parce que le métier de base, c'est d'interviewer des gens qui sont sur le terrain, hein, pas le type dans un bureau à Paris qui vous dit tout va bien, rentrez chez vous. C'est d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, prendre sa petite voiture, sortir de son petit bureau, vous savez, le truc qu'ils ont arrêté de faire, là, les gens qui parlent tout le temps. Et je rentre dans la cour d'une école maternelle, en l'occurrence. Hein. La directrice vient m'ouvrir, là, le portail s'ouvre et je tombe sur la première cour de récréation. Il y a une deuxième de l'autre côté du bâtiment. Et je vois tout de suite, la première chose qui me frappe, c'est ce que je vois par terre. Je vois des grands carrés, un terrain quadrillé, quoi. Un truc en mettant quadrillé. Et tout de suite, il me dit, tiens, c'est marrant, ils ont fait un immense jeu de marelle. Et je me revois petit sauter, tac, 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 tac. Et je me tourne vers la directrice et comme je vois sa tête, je dis ah bon ok c'est pas ça, de quoi s'agit-il? Elle me dit vous n'y êtes pas monsieur, hein, c'est des carrés d'1 mètre sur 1 mètre dans lequel on mettait un enfant au milieu avec son masque. Ah, et j'y étais pas du tout effectivement. Alors du coup je réfléchis très vite, je dis mais donc on est en maternelle, donc ok, ils étaient un par un avec leur masque machin dans le carré. Et puis après, donc, ils allaient tous manger au réfectoire ensemble. Je dis, bah oui. Et puis après, ils allaient tous faire la sieste dans le dortoir ensemble. Je dis, bah oui. Ok. Et ça me fait penser, c'est le sketch de la marionnette. Oui, c'est normal. Ok, c'est normal. C'est moi qui n'ai pas compris. Hein. Il a dû m'échapper une logique. Voilà, dans le truc. Et puis, voilà, c'est les mêmes règlements qui vous disent que si vous n'avez pas de passe sanitaire, vous ne prendrez pas le TGV. Mais vous pouvez prendre le TER. Ah, ou le métro. C'est pareil, il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est trop bête, hein, c'est trop bête. Et puis, alors, on est même allé jusqu'à un règlement qui vous dit que selon que vous êtes assis ou debout dans le bar, c'est pas la même règle. Ah bon. Il y a un truc qui m'a échappé aussi, je n'ai pas dû bien comprendre non plus. Voilà. Bon. Il a fallu qu'une journaliste allemande écrive, je ne sais plus quand, en 2021, face à un article qui s'appelle « La France, nouvelle Absurdistan ». Le pays de l'Absurdistan. Vu de l'extérieur, parce que nous, on n'est vraiment pas capable de comprendre que ces choses-là n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de rationalité scientifique derrière, c'est pas vrai. Il n'y a pas de rationalité sanitaire derrière, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un délire. C'est un délire. Qui plus est, qui peut changer d'une semaine à l'autre. Et il a changé d'une semaine à l'autre. Voilà. C'est un délire. Voilà. Ce qui fait qu'au final, plus personne d'ailleurs ne comprend rien, ne connaît même ces normes. Hein. Ce qui est un problème quand même, hein, quand on ne connaît pas les lois, machin, comment peut-on... là aussi, il faut relire Montesquieu, des choses de base, quoi. Bon, voilà. Quand même un gros souci. Donc là, l'acteur politique a joué un rôle absolument majeur en mettant au fond tous ses moyens de contrainte fondamentalement hein, au service de ce délire général. Ah, ça, c'était quand même un gros... Jusqu'à bafouer les principes les plus élémentaires de la démocratie, hein, qui sont, je le rappelle, c'est vraiment là aussi du b.a.-ba. Hein, d'une part, la séparation des pouvoirs. Voilà. On n'est pas en démocratie s'il n'y a plus qu'un pouvoir exécutif. Voilà. Ça ne s'appelle pas démocratie. Et d'autre part, le respect, intangibilité des droits humains fondamentaux. Hein, y compris celui de l'intégrité corporelle, bien sûr. C'est la base de la démocratie, hein, ce au nom duquel nous donnons des leçons au monde entier, n'est-ce pas, hein, aux Chinois, aux Africains, aux machins, aux Coréens du Nord, au nom de ça, hein, séparation du pouvoir et les droits humains fondamentaux. Or, nous avons cessé de les piétiner au nom de l'urgence sanitaire. Hein. Ensuite, il y a l'acteur médiatique, bien entendu. Hein. Aujourd'hui, le principal relais de la propagande politico-industrielle, ce sont les journalistes. Bon. Est-il d'ailleurs encore légitime d'employer le mot journaliste? Je pense que non. Hein. Le journaliste, c'était quelqu'un qui était censé produire l'information.
hein, au terme d'un travail d'enquête et d'investigation. Hein. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, tout journaliste rêve d'avoir un jour le prix Albert Londres, hein, du nom d'un journaliste d'investigation qui est allé, qui pesait sur des terrains de guerre, dans des hôpitaux pour malades mentaux, dans des prisons, etc., et qui nous a appris des choses qu'on ne savait pas par son enquête. Hein. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, ce dont on parle. On parle ici de gens qui ne sont pas des journalistes. Ils ne bougent pas leurs fesses du siège sur lequel ils sont assis, de l'ordinateur et du téléphone. C'est fini, il n'y a rien d'autre. Donc, ils ne produisent aucune information. Ils commentent l'information produite par d'autres. Donc, ça n'est pas du journalisme. Il faut trouver un autre mot. Communicant, par exemple, si on veut. Communicant, très bien. Mais ce ne sont pas des journalistes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde a changé. Donc, il faut que des mots correspondent aux choses. Voilà. Et puis je terminerai en parlant, j'en ai d'autres encore, mais vraiment je ne peux plus, je terminerai en parlant des géants du numérique et des réseaux sociaux, qui sont évidemment l'autre phénomène incroyable d'accélération de l'histoire que nous avons pu constater à l'occasion de la crise du Covid. Hein. Les crises ne sont pas des moments de suspension du temps comme ça, où tout d'un coup, on attend que ça se finisse, puis quand c'est fini, on reprendrait comme si de rien n'était. Erreur, hein, pas ça. Les crises sont souvent au contraire des moments d'accélération de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il faut les étudier. C'est pour ça qu'il est essentiel de les étudier. Voilà. On voit aujourd'hui plus que jamais, hein, parce que c'est miroir grossissant, la façon dont les géants du numérique et ceux qui contrôlent les réseaux sociaux ont la puissance de contrôle de l'information qu'ils ont acquis. C'est absolument faramineux. D'un côté, on nous dit ce qu'on doit lire, hein, réduction pour faire comprendre l'idée. Hein. Google, on allume, bien, on cherche un mot. Bon, donc on nous dit ce qu'il faut lire, priorité, hein, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui hiérarchise cette information? Hein? Qui nous dit ce qu'il faut? Et de l'autre côté, par ailleurs, on a découvert l'ampleur des phénomènes de censure, qui sont incroyables. Incroyables. Hein. Pourquoi? En novembre 2021, Facebook censure le British Medical Journal, des plus vieilles et vénérables revues de sciences médicales fondées à Londres dans les années 1840, etc. Une de celles qui s'est le mieux tenue pendant cette crise, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres où la corruption ravage tout, le Lancet, etc., le New England Journal of Medicine. Le British Journal, lui, tient la route. Et Facebook, alors quand on dit Facebook, c'est qui? Ça veut dire, traduction concrète, dans un pays en voie de développement où la manœuvre est pas chère, hein, dans un open space, machin bidule, il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes, hein, payés au lance-pierre, qui sont devant un ordinateur avec un algorithme qui associe tel ou tel mot, machin, et il doit appuyer sur je like ou je like pas, quoi, hein, je laisse passer ou je censure. C'est ça le truc. Bon. Donc, et qui ne savent rien sur rien. Voilà, bon. C'est juste l'algorithme qui leur dit que. Je pense que c'est ça concrètement, hein, la scène en question. Censure donc des plus grandes revues médicales. Ils y connaissent quoi? Rien. Comme tous ces journalistes, tous ces influenceurs, rien du tout en réalité. Bon, et il va censurer. Et pourquoi ce jour-là? Qu'est-ce qui était à la une de la page Facebook du British Journal ce jour-là? Eh bien, un article qui questionnait la sincérité de l'essai clinique de Pfizer, comme par hasard. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Hein. C'est pas moi, enfin, j'aurais pu prendre mon cas, Mediapart, mais on s'en fout. Non, une revue médicale des plus prestigieuses du monde se trouve censurée par un grouillot dans un bureau au fin fond de je sais pas où. Enfin, c'est ça le monde dans lequel on est. Voilà. Donc d'un côté, on nous dit ce qu'il faut lire et penser, et de l'autre côté, on veut nous censurer, nous empêcher de lire ou de penser ceci. Si c'est pas un système de contrôle de la pensée, c'est quoi? Je ne sais pas. Voilà. Je pense que c'est ça. Et ce système-là a pris une place incroyable, au point que, et je regrette beaucoup que si les journalistes étaient plus malins, ils comprendraient qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises, de se tirer une balle dans le pied, parce que ces gens-là vont prendre leur job. Et c'est déjà ce qui se passe. Et là aussi, il n'y a rien de caché, ils s'en vantent. Vous allez lire, vous allez sur la société Google Alphabet, sur Facebook, machin, vous lisez leur grand programme pour la transformation numérique du journalisme. C'est écrit en toutes pièces. Même le budget qu'ils mettent, et c'est des milliards, est indiqué. Ils proposent même aujourd'hui, Facebook, dans son dernier projet, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Data New Journalism, blablabla Project, se propose même de venir faire des formations dans les rédactions de presse. Moi, je l'aurais mauvaise, hein, si j'étais journaliste. Je serais un peu vexé, quoi. C'est ça. Et on en a déjà la manifestation. C'est la montée en puissance des fameux fact-checkers.
qui sont le produit direct de ce système. Nous maîtrisons le numérique, le data, l'infographie, etc. Et ce qui était une petite rubrique au début, tout en bas de la liste, après les grandes rubriques, la politique, société, l'économie, machin, aujourd'hui devient le truc qui est à la une de partout. Bon, voilà. Ces gens qui... le journal Le Monde, censé être l'ancienne référence du soir, c'est emblématique de cela. Je veux dire, le type qui truste les questions de santé, qui tape sur tous les gens qui ont le droit de lever la main en disant voilà, pourquoi je ne suis pas d'accord, tous les scientifiques, machin, Raoult, machin, Perrot, Fouché, moi, tous, on se tape pas. Le plus hargneux là, de ces types-là, c'est un gars qui, avant février 2020, travaillait à la rubrique Pixel, était spécialiste des jeux vidéo. Voilà, d'où le petit surnom que nous lui a donné dans la petite équipe pour rigoler, on l'appelle Monsieur Pokémon, parce qu'il avait fait un truc sur Pokémon, travail dans lequel d'ailleurs un de mes collègues avait écrit un petit article pour dire qu'il avait des liens étranges avec les entreprises qui fabriquaient les jeux vidéo, dont il vantait les louanges. Voilà. Et le gars, il fait maintenant santé depuis février 2020, et il vient trancher les controverses scientifiques. Waouh. C'est incroyable. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et je termine en disant ça, il n'y a pas de grand complot organisé, ces gens-là ne sont pas réunis en secret depuis 20 ans pour machin. Non, il faut comprendre cette dynamique globale, ce système, ces échanges croisés, ces dépendances croisées, qui sont des jeux d'argent bien sûr, mais qui sont des jeux de pouvoir, qui sont des jeux d'influence, qui sont aussi des entre-soi, dans ce qui constitue les élites de la société, les gens qui dominent de fait la société et qui gardent jalousement leur domination et leur position de pouvoir, d'argent, qui se distribuent des médailles entre eux, qui se récompensent, qui font tout un tas de profits. Ce journaliste dont je parlais, ce rigolo, ce pitre là, écrit des livres aussi sur le complotisme, machin, voilà, c'est ce système-là. Voilà. Alors pour conclure, j'essaie de mettre un petit peu d'humour de temps en temps parce que sinon tout ça est quand même gravement désespérant. C'est absolument dramatique. Il faut lutter contre. C'est très dépressif comme ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je mets aussi un petit peu d'humour. Et alors je termine en anticipant peut-être une question. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire là-dedans? Bon, chacun fait ce qu'il peut. Moi je fais ce que je peux. Je pense que le plus important c'est pas de chercher à avoir le mot final sur l'explication finale de tout ça en passant des heures la nuit sur YouTube, tout ça. Je vois que ça autour de moi. Je déconseille, je me permets de déconseiller de faire ça, c'est du temps perdu, je pense. Sauf si on a le goût dont je parlais tout à l'heure, mais il est un peu morbide, je pense pas. Je pense qu'il est beaucoup plus essentiel d'essayer de mettre son énergie à construire des petites formes de protection et de résistance entre nous, entre citoyens, pour sauvegarder le plus possible nos libertés, notre indépendance à tout point de vue, psychique, matériel, énergétique, machin, tout ce qu'on veut, agricole, enfin que ça, pour essayer de nous préserver un petit peu de ces incroyables mécanismes qui détruisent beaucoup de choses, et de continuer à discuter, bien sûr, entre nous, à penser ça, pour nous armer aussi face aux prochaines crises qui ne manqueront pas d'arriver, et il est déjà là aussi, à mon sens, gros comme le nez au milieu du visage, qu'après les crises sécuritaires, les crises sanitaires, il y aura bientôt la crise environnementale ou climatique, et on verra arriver les mêmes processus, les mêmes dramatisations indues, les mêmes réductions ridicules à 1 ou 2 indicateurs statistiques pour mesurer des choses qui sont très complexes en réalité et très diverses. On finira par nous mettre 2 indicateurs de courbe, nous avons monté ou baissé d'1,23% grâce à la valorisation de notre gentil gouvernement. Toutes ces bêtises, cet enfumage pour petits. Et au nom de ça, vous verrez aussi toutes les restrictions de liberté qu'on fera, toutes les remises en cause, tous les reniements démocratiques qu'on sera prêt à faire, parce que tout d'un coup, je comprends, comment tu veux pas sauver la planète? Quel sale égoïste, mais tu veux continuer à manger ou avoir chaud. Voilà. Les mêmes choses, évidemment, se dérouleront avec les mêmes rhétoriques. Et donc, c'est aussi pour nous armer face au futur qui me semble essentiel de faire et de continuer à faire ce travail. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. Merci de votre attention.